Allez, bienvenue à ce nouveau rendez-vous organisé par l'Atlantic Cluster. Est-ce qu'on a encore besoin de le rappeler? Les rendez-vous, on les connaît bien, l'Atlantic Cluster, en collaboration avec l'ADI, qui sont représentés, on verra ça tout à l'heure ici, l'ADI Nouvelle-Aquitaine, le pôle de compétitivité S2, le cluster énergie stockage, et puis France Hydrogène, qu'on aura aussi tout à l'heure sur les deux tables rondes, puisqu'on a deux tables rondes aujourd'hui, cet après-midi. Première thématique, construire un pôle de compétences régionales. On met un point d'interrogation ou pas, on va voir ça avec le conseiller régional qui fait l'honneur d'être là, mais pas que. Et puis on continuera avec adapter les structures portuaires pour déployer les technologies de l'hydrogène, ce qui est aussi un vrai sujet en ce moment. Et je ne plaisante jamais avec les présidents. Merci à Thierry Le Seur de nous accueillir ici en tant que président délégué de l'Atlantic Cluster. Et je propose que ce soit Rémi Justinien qui ouvre, avant que Thierry prenne le micro, qui ouvre cette séance. Rémi Justinien, conseiller régional, une délégation en plus qui est en plein dans le sujet. En quoi la décarbonation au-delà de l'hydrogène est un enjeu pour cette région de Nouvelle-Aquitaine? Bonjour Stéphane, plaisir de te revoir ici, toi qui es pied marin, oui, et connu en Charente-Maritime. Bonjour à toutes et tous. Avant de rentrer dans le vif de ta question Stéphane, moi je suis toujours très content quand il y a des événements autour de Maritime qui se créent, qui se font, puisque on le dit souvent, la région de Nouvelle-Aquitaine est une région maritime. Je sais que ça fait ricaner beaucoup parce que par rapport aux Bretons, par rapport à la région sud, à la région Pays de Loire, on est parfois un peu à la traîne, ou en tout cas ça paraît comme. Mais non, on a des acteurs dynamiques, économiques très dynamiques sur le secteur du maritime. Alors, tu parlais des ports tout à l'heure, on va en parler après. Effectivement, ce seront des espaces prépondérants demain pour l'hydrogène notamment, mais pas que. Et puis évidemment avec l'industrie nautique et navale, c'est le président délégué, avec un Atlantic Cluster qui a réussi en presque 3 ans à élaborer, presque 4 ans pardon, à élaborer, oui mais il faut l'année de création, tout le monde se connaisse, etc. C'est quand même un exploit ce que vous avez fait de créer construire une feuille de route pour l'industrie nautique et navale qu'on a voté nous quasiment à l'unanimité au conseil régional au mois de mars. Donc voilà, d'abord je voulais dire ça, c'est un moment important, vous êtes toutes et tous des acteurs du maritime, soyez-en fiers. Et en tout cas, nous, à la région, on fait tout ce qu'on peut pour vous valoriser, pour vous aider. La première question sur la décarbonation. Écoutez, on a vécu un été 2022 qui nous le prouve, il n'y a plus le choix. Je dirais que vous combinez ça à l'après-Covid, qui nous force à changer nos manières de penser, de consommer, et d'envisager notamment la question énergétique. La région, elle, s'est saisie de ce sujet. Alors ça fait longtemps d'ailleurs, parce que ça a commencé en 2009 par la région Aquitaine. À l'époque, Alain Rousset a décidé de faire travailler 450 scientifiques autour de la question du changement climatique et de la perte de biodiversité, et ce qui a donné une feuille de route qu'on appelle Néoterra. Néoterra qui, nous, est l'écologisation de toutes nos politiques publiques. L'écologisation, c'est un terme que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un terme qui a été créé par Bruno Latour, philosophe malheureusement disparu récemment, mais c'est comment, dans toutes nos politiques publiques, que ce soit le train, dans les lycées, dans l'accompagnement des acteurs économiques, on regarde la question écologique. Non pas qu'elle l'emporte sur l'économie, le social ou le reste, mais comment on le concilie tout ça, le développement économique, la protection de l'environnement. Ça s'appelle Néoterra, donc ça embrasse toutes les parties de champ d'intervention de la région. Ça peut être des aides économiques directes, salut les services de la région qui sont là, notamment Jory et Gérard, mais ça peut être également de l'accompagnement technique en ingénierie pour accompagner. Parce qu'on est dans un cycle de nos vies où les choses ne peuvent plus se faire du haut vers le bas. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'élaboration, il faut qu'il y ait du collectif entre les politiques publiques et les dynamismes privés. C'est pour ça d'ailleurs que cette feuille de route existe. Elle a comme un des principaux piliers, des 4 piliers, la transition écologique et énergétique, la feuille de route des industries nautiques et navales. C'est important parce que ça pèse quand même 37% à l'échelon national, les entreprises néo-aquitaines à l'export. C'est quand même la deuxième région la plus dynamique à l'export, la filière nautique et navale, après les Pays de la Loire. Donc quand on est conseiller régional, on va faire 100, et donc c'est une priorité. Dernier élément, comment on marie tout ça avec le besoin de changement de comportement des consommateurs. Et ça, nous, on essaye, à partir des lycéens, parce qu'on a la charge des lycées, de faire de la formation pour dire que à la fois, il y a des métiers qui existent en région et qui sont dynamiques et qui emploient, qui cherchent
des compétences, mais également à vous aussi, demain, dans les métiers que vous exercerez, de faire changer les comportements. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question. Justement, on vient de le voir et on le verra encore plus tout à l'heure, on est sur une thématique aujourd'hui très tournée sur l'hydrogène. On va parler évidemment de recherche, d'innovation, donc de moyens. Quels moyens la collectivité, le conseil régional se donne ou donne pour aller justement faire que cette transition énergétique dépasse le simple cadre d'un vote dans l'Assemblée? Des moyens financiers d'abord, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, les aides aux entreprises chaque année qu'on aide. Je vais citer, pardon d'être un peu Rochelet là, dans les deux exemples que je vais citer, qui ne concernent pas directement le secteur du maritime, mais on a fait en 2022-2023 deux inaugurations très importantes sur le territoire de La Rochelle. Et je citerai aussi l'inauguration de l'usine à pile de combustible à Blanquefort, hein, qui est un moment important dans la vie du territoire. Mais vous avez une entreprise comme Solvay à La Rochelle, qui s'est lancée dans un programme de recherche sur les batteries solides, ce qui est la filière batterie. C'est un signe fort de la part de la PDG de Solvay, un groupe belge, hein, d'investir sur le territoire de La Rochelle pour demain et accompagner et aider les entreprises qui sont en France, mais également en région de l'Occitanie, sur la partie batterie solide. Le deuxième exemple, c'est Zeiss. C'est une entreprise formidable qui se trouve à Périgny, dans l'aire urbaine de La Rochelle. Ils sont dans le médical, hein. Zeiss, ils font notamment tout ce qui tourne autour de la cataracte. Et eux, ils font une usine qui prend en compte également le zéro artificialisation nette. Vous savez, le ZAN, qu'on nous promet pour 2100, qui est un cap, avec une usine en hauteur, construite en hauteur, bas carbone, productrice d'énergie renouvelable, qui utilise les vertus de l'économie circulaire. Bon, mais ça, la région aide massivement ce genre de projet parce que ça nous plaît. La région réindustrialise. Rousset le cite souvent, en 2019, 36% des emplois industriels créés sont en Nouvelle-Aquitaine. Donc un tiers. Donc ça veut dire que c'est des politiques publiques qui payent et qu'on doit continuer. Mais on ne pourra pas réindustrialiser si on n'adopte pas la question de la décarbonation de ces activités. Donc c'est tout ce champ-là que la région utilise. Au-delà de ces deux exemples, voire le troisième avec Blanquefort et l'usine de batterie, concrètement sur le milieu du nautisme qui est largement représenté là, sur ce bateau, sans jeu de mots aujourd'hui, qu'est-ce que la région peut apporter ou apporte déjà? Oui, j'ai pas pu assister à ça, mais je crois que le groupe Fontaine a inauguré un bateau le mois dernier. Et sans doute qu'on va en parler. Et c'est vrai que c'était un moment important pour montrer que ça existe déjà. Il y a également d'autres entreprises, Genevos, que je vois, qui sont dans le secteur. Demain, on aura à changer aussi le modèle énergétique sur la traversée Four-à-Aix. Hein. Vous savez que la propriété des bateaux, c'est la région. On a confié l'exploitation au département qui avait souhaité. Je ne sais pas où est Maxime, du département là-bas. Mais là aussi, si le département demain veut décarboner cette navette, la région pourra aider financièrement. Donc, pas citer des exemples, c'est peut-être pas répondre complètement à ta question, Stéphane, mais en tout cas, la région est là financièrement pour accompagner. Il y a également l'ADI, évidemment, qui est notre tête chercheuse pour nous faire remonter les projets à aider demain sur le territoire. Ok, merci. Rémi Justigne, hein, conseiller régional, on peut l'applaudir pour ouvrir cette séance. On aura les uns avec les autres, comme on est en captation, quand il y aura des questions, on espère qu'il y en aura plein, c'est le but de ces rencontres voulues par le cluster et ses partenaires. On fera circuler un micro évidemment, on va juste prendre un peu de temps pour le faire. Et pour l'instant, c'est Thierry qui a le micro, Thierry Losseur, président délégué. Une réponse ou une attente plus précise à formuler au conseil régional avant qu'il s'en aille? Bon, on a tous beaucoup d'attentes. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vous ai salué à l'entrée, mais je me représente, donc Thierry Losseur, président délégué d'Atlantic Cluster. Je représente aujourd'hui Gilles Damasson, le Masson qui n'a pas pu venir. Et en fait, avec la région, on est main dans la main, je dirais, depuis le début de la création du cluster. Et on est très heureux de pouvoir faire une espèce de fondation de communauté du H2 maritime aujourd'hui avec la région, parce que c'est dans le droit fil, effectivement, de la nouvelle feuille de route, de la première feuille de route du naval et du nautisme qui vient aussi s'inscrire dans la démarche Neoterra que nous avions intégrée déjà depuis un certain temps. Donc merci Rémi pour l'implication dans la durée maintenant qu'il y a cette feuille de route. Et voilà, on va essayer de co-construire quelque chose dans des cas concrets. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura justement, avec tous les experts qui sont présents aujourd'hui, des exemples concrets, des partages d'expériences qui vont permettre en Nouvelle-Aquitaine d'avoir ces compétences-là.
Juste, je rebondis sur le mot compétence et après je sais que tu vas élargir certainement la feuille de route, puisque ça va être le thème, puisque tu es encore là tous les deux. Pourquoi cette thématique du pôle de compétences régionales? En fait, Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Déjà, peut-être se dire ce que c'est, parce que tout le monde n'entend peut-être pas la même chose quand on dit ces trois mots. pôle de compétences, ça veut dire qu'on va essayer de réunir et de fédérer, pour ce qui nous concerne, un maximum d'entreprises qui souhaitent s'investir dans le H2 maritime. Et les compétences, elles sont très très larges. Elles vont des matériaux, elles passent par la production propre, elles passent par l'exploitation effectivement des navires, jusqu'à leur déconstruction. Donc le H2 là-dedans maritime s'inscrit vraiment dans une partie de la chaîne, je dirais, de vie d'un navire. Nous, on essaye d'avoir la vision un peu plus globale au travers de nos commissions, puisqu'on les traite au niveau de la recherche et développement, puisqu'il y a encore de la recherche à faire pour faire du transfert du terrestre vers le nautique, vers le naval aussi. Il y a évidemment les RSE, la responsabilité sociétale environnementale, qui aujourd'hui intéresse les grandes et les moyennes entreprises, mais pour demain, ça sera les TPE qui devront s'investir. Donc on est là aussi, et surtout, je dirais, nos membres sont représentés majoritairement par les TPE, donc il faut un accompagnement réel sur le terrain. Et on a aussi des sujets sur la construction, la réparation navale. On va avoir de nouveaux métiers qui vont apparaître. Vous ajoutez à ça l'intelligence artificielle, parce que sur les bateaux ou sur les installations à quai, il va falloir que tout ça se parle. Et puis, alors je n'oublierai pas non plus, parler tout à l'heure de virage, on assiste à un virage important aussi avec les ressources humaines, ou les convictions. Tiens-le peut-être plus, Oui, parce que tu as une antenne là, je pense, dans la main. C'est pour ça. Je masque l'antenne. On a aujourd'hui la conviction écologique des personnes qu'on rencontre tous les jours, soit des dirigeants ou des salariés, qui placent souvent, qui privilégient leur conviction écologique devant tous les avantages de la fonction d'un poste. Donc c'est vraiment l'ensemble des sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, c'est plus la ressource humaine, effectivement, qui pêche un peu au niveau des entreprises. Donc il faut aussi regarder ce point-là prioritairement. Mais le H2 maritime, justement, permet d'impulser avec les exemples que donnent les collectivités publiques. C'est elles qui impulsent, c'est elles qui initient, qui montrent l'exemple avec des navires à propulsion tout H2 ou en tout cas H2 ready. Et ce qui nous permet, nous, derrière, d'observer, de regarder pour le secteur privé ce qu'on pourra faire, pas faire, grâce à l'investissement des ports qui va être progressif aussi sur l'alimentation de ces futures unités. Merci Thierry. On va pouvoir ouvrir cette table ronde, à moins qu'il y ait un petit mot spécifique pour le public et qu'on profite aujourd'hui sur le cluster, non, c'est bon? Oui, on disait cluster, alors c'est 4 ans et demi, hein. On est jeune, mais quand même, il ne faut pas trop nouveau, on n'est pas des bébés. On a réussi à structurer ce cluster depuis 4 ans, avec une centaine d'entreprises, je dirais, où certaines sortent, certaines rentrent, mais on a grosso modo sur l'ensemble de la région 1500 followers, parce que c'est ça le poids aussi économique, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, de la filière. Et nous sommes organisés justement en commission pour pouvoir répondre aux attentes de ces entreprises-là et d'initier aussi via la communauté qui nous réunit aujourd'hui sur l'H2 maritime, de pouvoir leur proposer des projets comme j'ai de R&D, des sujets de construction et de réparation navale sur lesquels il va falloir se préparer. Et on est là pour ça. Parfait. Et bien c'est maintenant qu'on va parler des projets. Merci beaucoup à tous les deux. Tout à l'heure, on va accueillir tout de suite pour cette première table ronde. Il y en a qui ont déjà été cités. Phil Sharp de Genevos, Phil qui vient venir jusqu'à nous, Loïc Carré qu'on connaît bien aussi de Nexeia, Mathieu Fountaine qui est là aujourd'hui pour le groupe Fountaine-Pajot, qui aura 2 casquettes si je peux dire, Mathieu Fountaine aujourd'hui, puisque vous allez représenter aussi Julien Hélène, la Société Alternative Énergie, et je crois savoir pourquoi vous les représentez. Installez-vous. Et Pierre Lampet de la société Nami, à qui je vais transmettre ce petit tabouret qui va l'emmener avec lui d'ailleurs. Merci Pierre. Voilà. Ce que j'apprécie, moi, ça fait quelques fois qu'on me demande gentiment d'animer ces rencontres. À chaque fois que des gens se rencontrent, je trouve ça formidable. C'est peut-être le propre des clusters, et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avec Pierre, c'est des moments pour vous privilégiés pour mieux se connaître. Mathieu Fountaine, un micro, le orange par exemple, il est bien, c'est le seul. Mathieu, juste un mot pour. Il marche, j'espère, ça te va? Ouais, c'est bien. Juste, c'est pas une plaisanterie, je crois que tout le monde est au courant, mais Julien Hélène n'est pas là, vous le représentez. On va rappeler le lien qui unit évidemment Société Alternative Énergie et le groupe Fountaine. Oui, déjà, je vais excuser Julien. Alors, il a pu se déplacer, du coup, ça me permet de le représenter. Il se trouve que Alternative Énergie
est une entreprise un peu pionnière dans le domaine de la transition. Alors, premier métier, électrifier les bateaux. Il y en a un petit peu partout sur la côte atlantique. On est sur un bateau électrique. On est sur un bateau électrique. On a dit Gaël tout à l'heure. Pas sûr qu'il soit réalisé par Alternative Ah, Energy. j'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ce que- Néanmoins, On peut rester quand même. Alternative Energy a été fondée par Philippe Palutta-Barrière, c'est l'équipe du CRIN. Julien a pris voilà, des fonctions de direction et il s'est trouvé qu'au travers d'un projet qu'on aura le temps d'expliquer un petit peu plus tard, ça a bien matché entre nos visions, entre la manière de faire les choses et qu'on a pris une participation majoritaire au sein d'Alternative Energy pour propulser, pour apporter notre expertise. 2 ans, 3 Au mois de juin l'année dernière. Ouais, c'est encore plus ça récent, fera un an et donc Alternative Energy fait partie du groupe Full Réseau et a vocation à se développer voilà, avec notre humble participation. Allez, moi ce que je vous propose avant qu'on vienne vers vous, Mathieu, c'est que chaque invité puisse prendre en une phrase un petit pitch qui dise qui il est dans sa boîte, comme ça, comme je vois que vous n'êtes pas encore tous assez présentés. Allez, Phil va se lancer avec ses piles entre autres. Allez. Oui, très bien. Oui, bonjour tout le monde. Beaucoup de visages familiers. Donc, moi, je viens de Genevos. Nous, on crée des solutions de piles à combustible pour le maritime. On offre une solution qui est clé en main pour avoir la possibilité d'installer un système hydrogène à bord d'un bateau. Et le marché maritime, comme tu sais, c'est assez compliqué. Tous les bateaux sont un peu différents. On a une carrière de charge très différente pour chaque différent bateau. Donc, nous, on offre des solutions modulaires pour atteindre vraiment les besoins spécifiques pour un certain bateau par rapport au cycle d'opération, l'environnement, ça va être présent. Donc, oui, nous, on est basé à La Rochelle et on est en train de commercialiser des différents modules de puissance pour atteindre entre 10 kW et jusqu'à le mégawatt actuellement. Allez, à Loïc Carré, il faut tenir le micro au milieu, autrement vous privez de l'antenne et du coup ça coupe. Bonjour à tous, donc Loïc Carré, Ensoc Nexeia France. Moi je suis responsable de l'activité hydrogène chez Ensoc Nexeia. Et chez Ensoc Nexeia, en fait, on développe notamment des systèmes hydrogène complets, mais en particulier sur la partie maritime, on est principalement sur tout ce qui est stockage, marinisation de l'ensemble de stockage de réservoirs. On fait nos propres réservoirs avec notre filiale Mytech. Et on fait aussi toute la partie tuyauterie, instrumentation qui va autour. Merci Loïc. Allez Pierre, le dernier arrivé si je puis dire. Certains vous ont peut-être connu avec une autre casquette dans un chantier pas loin, juste on à côté. pas là, de l'autre côté. On a une vingtaine d'années, oui. Un peu plus. Bonjour, Pierre Lampèche. Aujourd'hui, Nani Énergie depuis 2 ans et demi. Je suis le directeur produit, donc je m'intéresse effectivement à tout ce qui est virage pour demain, à la transition écologique pour le compte de Nani, avec l'expertise que j'ai pu emmagasiner depuis 35 ans dans ce petit milieu qui est le nôtre. Voilà. Gardez le micro, Pierre, parce que c'est intéressant, Ouais, tout va être intéressant, mais votre regard sur cette journée, sur cette actualité d'hydrogène, comment vous, justement, aujourd'hui, comment vous faites du benchmark? Parce qu'on va dire, aujourd'hui, vous ne faites rien en production vous-même d'hydrogène. On ne produit rien du tout. Voilà, On est donc d'accord. vous êtes en train de surveiller le marché. Et est-ce que vous vous dites, c'est la solution, c'est une de mes solutions? Comment vous positionnez déjà? On n'a pas encore identifié une solution magique qui répondrait à tous les cas de figure et à toutes les applications, effectivement. Mon expérience à moi, c'est de dire qu'effectivement, pour chaque acteur du nautisme et du maritime, il y aura plusieurs solutions mixtes composées de plein de variantes, notamment au sujet de l'autonomie, c'était une discussion qu'on avait. Au regard de l'autonomie, effectivement, on aura à résoudre cette question avec tel ou tel matériel. Aujourd'hui, l'hydrogène, pour nous acteurs de propulsion et de OEM, en fait, assembleur de solutions de propulsion classiques, on va dire, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une des pistes qui complète ce qu'on pense être un mix de solutions. Donc on développe des softs chez nous pour le futur qui vont gérer cette énergie et on pourra y mettre plusieurs systèmes de propulsion et d'énergie derrière.
Donc oui, l'hydrogène, on a commencé à faire des tests d'ailleurs et sur des générateurs et même tester quelques moteurs. On peut parler un petit peu des tests, c'est-à-dire il y a différentes techniques, parce que l'hydrogène ne se résume pas à une seule technique, et vous êtes en train d'essayer plusieurs. Alors nous, on n'est pas du tout fabricant de piles à combustible, on est bien d'accord, on n'en fera pas. C'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre métier, notre compétence. Nous, on part du moteur classique diesel, donc qui est polluant aujourd'hui, et on essaie d'y trouver des biais, et l'hydrogène, aujourd'hui, on s'en sert comme solution mixte d'injection, où on va mélanger en fait une micro-pile à combustible intégrée dans le moteur, va mélanger dans l'aspiration d'air, c'est-à-dire c'est breveté de toute façon par plusieurs sociétés, un mixte, un mélange dans la carburation du moteur classique pour réduire justement ces émissions et dépolluer en sortie les gaz d'échappement. Donc c'est une solution alternative, si on peut dire, qui nous permet de rentrer dans cette transition pour diminuer tous les rejets, les NOx, la pollution, etc. Alors, je ne sais pas si c'était perçu tout à l'heure, on va passer par la Mathieu, vous avez dit, j'ai bien relevé que c'est plus Nani Diesel, c'est Nani d'ailleurs pour l'instant. Ah, c'est Nani. Nani Énergie. Mathieu Fontaine, vous avez été cité plusieurs fois, le chantier, tout à l'heure on en parlait à l'instant, donc il y a eu ce lancement qui a été en plus d'un point de vue marketing en tout cas, et même repris par la presse comme une première mondiale, catamaran donc dans le nautisme avec une propulsion hydrogène. Est-ce qu'il y a, au-delà de ce qu'on entend sur le naming de votre voisin sur le fait d'enlever le mot diesel, est-ce qu'il y a aussi une opération forte de communication et de marketing, ou est-ce qu'on est dans une réalité concrète de marché? Alors, sur l'événement et sur le lancement du bateau, déjà on l'a fait parce qu'un client l'a souhaité. C'est pas une volonté à la base du chantier de s'être lancé là-dedans. On l'a fait parce qu'on a un client historique qui opère beaucoup de bateaux plutôt dans la zone Caraïbe et qui un loueur, je précise. Un loueur, tout à fait. Donc, une société professionnelle de location, ce qui est un petit peu différent comme application. Donc, du coup, on se rapproche du bateau professionnel avec des équipages spécialisés, mais ce projet-là, il vient de leur volonté de se lancer. On peut la décrypter, peut-être sans être leur porte-parole, dire qu'est-ce qui fait qu'ils ont voulu ça? Alors, ils sont acteurs de la location à la cabine, une société qui est basée dans les Caraïbes. Ils exploitent une cinquantaine de catamarans de croisière et souhaitent faire partie des sociétés de location les plus en avance sur la transition environnementale, éduquer leurs clients à moins consommer pendant les croisières et du coup apporter un carburant alternatif, en tout cas un vecteur d'énergie alternative et pouvoir utiliser le bateau une semaine en zéro émission sur les usages du bord uniquement. Le bateau est conçu comme ça. Néanmoins, on est très transparent sur le sujet et c'est pour ça que ce n'était pas qu'une opération de communication. Il reste la question de trouver de l'hydrogène, en l'occurrence pour le coup en Martinique, et celle-là, elle est pas résolue. Ça, c'est une vraie question quand même. On va garder le micro avec vous quand même. Au-delà de la demande, Mathieu, de ce client, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui dans la production du chantier Fontaine Bateau? Alors, un axe fort aujourd'hui, alors je vais être sur vraiment là, la partie nautisme. On pense que le nautisme a une carte fabuleuse à jouer dans l'électrification en premier temps. Je viendrai à l'hydrogène après. Premier sujet, quand on parle de pile à combustible ou quand on parle d'hydrogène dans les bateaux, il faut électrifier d'abord le bateau, sauf à l'injecter dans un moteur thermique. Donc on a un enjeu d'électrification de l'ensemble de nos bateaux. C'est la première brique qu'on est en train de mettre en place au travers de ce qu'on a fait. On est persuadé que c'est la bonne direction. Vous avez sur un catamaran de croisière 3 machines diesel aujourd'hui, un groupe électrogène de moteur de propulsion. On a la chance de pouvoir faire de très beaux bateaux hybrides avec uniquement un seul générateur diesel dans un premier temps. Il faut l'éprouver, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est les seuls à être capables de proposer en série de propulsion électrique. On fera une cinquantaine de bateaux l'année prochaine. Et une fois qu'on a électrifié, on peut ajouter l'hydrogène pour être capable d'augmenter cette autonomie. Et c'est un peu aujourd'hui la trajectoire qu'on veut suivre et la direction dans laquelle on est parti. Et une dernière question technique, puis on va vers Loïc Carré. En autonomie, va donner quoi le bateau? Enfin, il donne quoi? Parce qu'il fonctionne, le bateau hydrogène. Alors, le bateau hydrogène, aujourd'hui, on emmène 15 kg, on emmènera 15 kg d'hydrogène à bord, ce qui va nous donner 5 heures d'autonomie au moteur, pur en consommant l'hydrogène. Et on va être, à la semaine, c'était calibré pour ça, sur la partie usage à bord, donc tout ce qui est confort à bord du bateau et en exploitation à la cabine, la semaine complète en autonomie. Ok, merci. Loïc Carré, il faut rappeler d'ailleurs que ce débat, il devait avoir lieu un peu plus tôt. Donc, on va essayer de réactualiser les infos.
Le chantier Fountain nous a sorti le bateau qu'on avait dit qu'il sortirait après la conférence. Est-ce que ça a évolué aussi? Parce que quand c'était eu Loïc Carré, on se disait quand même que le stockage, vous étiez attentif et vous savez qu'on va rappeler votre cœur de métier qui en est, mais que autour de vous, ça avançait pas forcément très vite par rapport à cette demande. Est-ce que vous voyez quelque chose se réveiller? Est-ce que ce que vient de faire Fountain Pajot vous amène un peu de baume? Comment vous voyez ce marché aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, il y a pas mal de projets de bateaux, il y a beaucoup de demandes, mais il y a un certain nombre de projets qui ont effectivement du mal à sortir de l'eau, à exister, pour plusieurs raisons. Donc, il y a effectivement la raison économique, et puis il y a aussi des contraintes en fait de réalisation, les contraintes réglementaires. Nous, on travaille sur la partie stockage. On travaille notamment sur un projet où on est en train de développer un système de stockage avec des conteneurs 20 pieds où on va avoir 1,6 tonne sur une drague d'hydrogène. On peut aller plus loin pour l'expliquer, parce qu'on est là pour ça, et je trouve que c'est important, puisque ça, c'est une réalité. Ça va servir à quoi, entre guillemets? Ça va servir à alimenter la drague, en fait, et la drague va pouvoir fonctionner jusqu'à 2 semaines d'autonomie complète, sans avoir besoin de revenir au port. La particularité, c'est qu'effectivement, comme on a une grande quantité d'hydrogène, on n'est pas sur du soutage, mais on est sur directement une dépose de conteneurs sur le pont du navire, ce qui résout certaines problématiques d'avitaillement en hydrogène. Maintenant, autour de tout ça, il y a tout l'aspect réglementaire, en fait, puisqu'on a une réglementation qui évolue. Ça passe par des analyses de risque, ça passe par des échanges avec les affaires maritimes, qui nous imposent un certain nombre d'évolutions, de choses qui n'étaient pas forcément initialement prévues. Et donc, voilà, il y a tous ces aspects-là qui font que, effectivement, les projets mettent un petit peu plus de temps à sortir que ce qui était initialement prévu. Et puis, il faut mariniser tous les composants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de composants hydrogène qui existent, mais qui ne sont pas forcément directement utilisables pour les applications maritimes. Est-ce à dire que ce qu'on a pu prendre peut-être en avance, je ne sais rien, c'est un jugement de valeur, sur le routier ne nous sert pas aujourd'hui pour le maritime? Il y a des choses qui existent, mais il y a des aspects, on va dire, certification, validation, qui doivent être pris en compte, avec des organismes de notification type Bureau Veritas qui doivent estampiller chaque composant. Donc il y a des composants sur l'hydrogène qui n'existent pas encore. Alors aujourd'hui, ça avance, les projets ils existent. Et en fait, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies, mais voilà, après, c'est plus le fait que toute la filière, on a besoin en fait, que toute la filière avance en même temps, parce qu'on ne peut pas, nous par exemple, on fait une partie stockage, il faut que la combustible soit prête, il faut que la vanne qui va sectionner les réservoirs soit prête, il faut que le réservoir soit prêt, il faut que la chaîne soit prête. Phil, on a eu le bonheur de vous remettre un prix d'innovation avec les trophées Région Nouvelle-Aquitaine et Sud-Ouest il y a quelques temps. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être en avance? Est-ce que vous vous sentez un peu moins seul? Ou est-ce que vous vous sentez toujours aussi seul aujourd'hui par rapport à cette question de l'hydrogène? Et on parlera du pôle de compétences pour vous rassurer, ne vous jetez pas dans l'eau tout de suite. Écoute, on a vu beaucoup de momentum, beaucoup de traction, vraiment les derniers 6 mois. Il y a volontaire un besoin pour les bateaux du secteur commercial de vraiment prendre maintenant d'avance sur les bateaux vraiment hydrogène. Donc, je parle des bateaux qui n'est pas hybride, mais il y a du monde qui cherche des solutions pour les bateaux zéro émission maintenant. Et il y a aussi une réalisation par les gens qui fabriquent par exemple les bateaux électriques, les systèmes de propulsion, qui a vraiment ciblé un schéma plutôt électrique qui demande maintenant pour l'hydrogène pour atteindre les autonomies pratiques pour les bateaux de service. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va arriver vers ça va prendre quelques années de prendre forme, mais c'est assez clair par rapport aux études. On a vu que par 2050, on va avoir la plupart des ferries, des bateaux de courtier, des bateaux de travail qui utilisent vraiment que l'hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie, c'est un vecteur d'énergie qui est le moins cher. On parle aussi de l'e-fuel
en liquide qui utilise l'hydrogène vert comme vecteur pour fabriquer le fuel, mais l'hydrogène, c'est vraiment une opportunité pour atteindre une solution compétitive en termes de prix, pour atteindre les autonomies pratiques pour avoir un bateau fiable, qui est très important si tu vas en mer. C'est le plus important. Et on réalise que le marché vraiment cherche des solutions maintenant. Et je pense que le frein, c'est l'accès. On parle d'accès beaucoup. Et je pense que c'est très important pour avoir les ports vraiment au centre de cette On va en discussion. parler dans la deuxième table ronde. Juste explique-nous comment toi tu expliques qu'il y a eu une accélération sur les 6 derniers mois. C'est quoi? C'est le politique qui donne le signal? C'est le marché qui envoie un signal? Qu'est-ce qui fait que ça part? Pourquoi ça s'accélère? Ouais, je pense que c'est quelques raisons. Et il y a l'arrivée de l'hydrogène vert. Donc, l'hydrogène vert, maintenant, il y a encore beaucoup d'acteurs dans l'hydrogène vert qui a commencé les derniers 12 mois, des très grands projets de production d'hydrogène vert. Même pas en Europe, mais d'avoir les productions d'ammonia, de transporter l'hydrogène vert en Europe. Donc, il y a des contrats de mettre en place des grands tuyaux pour transporter l'hydrogène aussi, qui va être forcément moins cher que de transporter en cargo. Donc, grâce à ce projet hydrogène, les opérateurs de bateaux réalisent qu'il y a une source d'hydrogène, mais en plus, il y a aussi beaucoup de projets éoliennes qui prennent forme ou déjà qui est lancé, et les opérateurs qui veulent bouger vers un système pour tous les bateaux de service vers net zero. Loïc, je reviens vers vous. Par rapport à cette accélération, est-ce que vous l'observez et est-ce que vous savez aussi l'expliquer? C'est-à-dire, je suis désolé, mais on est toujours à se demander si c'est parti de l'offre ou de la demande quand ça s'accélère. C'est-à-dire, qui c'est qui est en train de le faire? C'est parce que Philippe développe son produit ou c'est parce que le client de chez Gundel Pajot dit j'en veux un? C'est le mix des deux. Qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être une chance de voir s'accélérer et une chance pour le marché hydrogène de voir s'accélérer ça? En fait, c'est un mix. En fait, il y a à la fois des projets, des usages qui ont besoin d'être décarbonés. Donc les usages génèrent des unités de production d'hydrogène vert, des écosystèmes qui se créent autour de ces unités de production, parce que pour créer une unité de production, il faut qu'il y ait des usages. En fait, ça se trouve construit ensemble. Et puis après, il y a des usages connexes. Souvent, les usages commencent à être généralement c'est des usages autoroutiers, des flottes de bus, des bennes ordures, des flottes tactiles, des véhicules. Et puis après, en fait, autour de cet écosystème-là, les producteurs d'hydrogène vert ont besoin de trouver d'autres usages. Donc le maritime s'inscrit dedans. Et donc à partir de là, les usagers en fait ont besoin. Oui, moi ça m'intéresse d'avoir un bateau décarboné. Voilà, peut-être demain la saison effectivement il faudra un test. Donc après, il faut que les technologies soient là. En fait, derrière, en fait, il y a des constructeurs qui reviennent, des chantiers, des constructeurs, des gens qui opèrent des navires, qui s'informent sur les technologies, et les technologies qui étaient peut-être au départ plus orientées sur le monde routier, sur le monde industriel, parce qu'il y a quand même une bonne partie d'hydrogène, des composants qui étaient beaucoup industriels. En fait, on a besoin de les utiliser sur ces nouvelles applications maritimes et donc de transformer les produits qui sont nécessaires pour les mariniser, les spécialiser ou développer une nouvelle. Est-ce que cette observation est légitime ou pas, la nécessité d'un pôle de présence régionale, et si oui, sous quelle forme? Oui, enfin, il y a un intérêt. On voit qu'un projet, on ne peut pas le construire tout seul. C'est-à-dire que le temps qu'on part sur un navire hydrogène, on a besoin de réservoirs, nous il faut faire des réservoirs, on a besoin d'un ensemble de composants. Voilà, nous on intègre des vannes, mais on ne fabrique pas des vannes, on intègre des capteurs de pression, mais on ne fabrique pas de capteurs de pression. Après on a besoin de piles à combustible, donc c'est là où des gens comme Genevos ou HDF ont aussi leur contribution à apporter au niveau régional. Donc on voit, et après on a besoin des chantiers, on a besoin des architectes,
On a besoin d'un écosystème, c'est-à-dire qu'on a besoin, c'est bien de faire un navire, mais s'il n'y a pas de port pour l'accueillir, s'il n'y a pas de station pour faire du sauvetage ou pour avitailler le navire en hydrogène, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut qu'il y ait vraiment tous les maillons de la chaîne, et c'est là où, effectivement, en ayant un pôle régional, on peut construire ensemble des projets et des écosystèmes. Est-ce que, Mathieu Fontaine, est-ce que ce pôle régional, il peut intéresser des chantiers qui sont dans un secteur forcément concurrentiel, et est-ce qu'on peut se permettre de bosser ensemble sur un projet spécifique comme l'hydrogène, ou est-ce qu'il y aura toujours de toute façon à chacun chez soi, que ça sera compliqué, que c'est plus intéressant pour ceux qui sont avant le chantier? Alors, je vais répondre sur la partie nautique. Ça va être une réponse assez radicale. Il y aura 1 ou 2 acteurs pour l'ensemble des chantiers. On est une petite industrie, on n'a pas des volumes gigantesques. Si je fais un parallèle au moteur diesel, il y a 3 acteurs de moteur diesel pour la plaisance, en tout cas pour nos métiers de production de catamarans et de monocoques à voile. Donc non, il n'y aura pas 50 acteurs pour tenir des prix raisonnables. On n'a pas beaucoup parlé prix encore. C'est le moment, c'est pour ça que je veux Mais il va falloir... Il y a Pierre qui va prendre des notes. Non, mais le seuil d'acceptation, quand on commence à électrifier et qu'ensuite on rajoute un système hydrogène et une pile à combustible par-dessus, en toute transparence, le Samara qu'on a produit, on n'est pas capable de mettre un prix dessus. Et on parle en centaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc l'acceptation, elle sera compliquée et ça nécessitera une concentration. L'acteur qui fera des piles à combustible pour la partie nautique, il n'y aura pas 50 000, il y en aura 1, 2. Je pense que Genevo, c'est très en pointe là-dessus. J'en vois pas d'autres parce qu'il y aura une problématique économique et une problématique de haute particularité du nautisme. On exporte de 90% de français, même avec nos voisins bordelais. C'est mondial. Pour maintenir ces systèmes-là et faire le service qui va bien en 80 de la planète, il n'y aura pas 50 acteurs. C'est une évidence. Merci de cette franchise. Sur le pôle de compétences, je vais garder Mathieu en plus qu'on comprenne. Ce pôle de compétences, au-delà de ce qu'on vient de se dire là, il a une raison d'être, ou est-ce qu'aujourd'hui... Je pense qu'il a une raison d'être par le fait que, on a la chance, en tout cas sur la partie professionnelle, d'avoir beaucoup d'activités en Nouvelle-Aquitaine, et si on tire un tout petit peu le trait sur la côte atlantique et sur le nautisme, de Bordeaux au nord de Nantes, je pense qu'on a fait 90% du volume de catamarans, ou monocoques un petit peu moins. On a des Allemands qui sont assez doués là-dedans, mais on a une chance inouïe d'être sur la côte atlantique et d'avoir cette concentration-là. Donc oui, ça a du sens. Ça a du sens. Pas négliger l'électrification, c'est la première des étapes. Tant qu'on n'a pas électrifié, ça ne marchera pas. Et au-delà du sens, si vous deviez attendre qu'une chose, un pôle de compétences régionales, qu'est-ce qu'il doit apporter aujourd'hui? On a un sujet industriel derrière la propulsion électrique. On a une chance inouïe pour le faire en France. Monsieur le conseiller a évoqué des groupes qui sont pas des groupes du nautisme et qui sont pas français. Oui, il y a un sujet. Et enfin, aujourd'hui, la position du groupe est très claire. On doit ouvrir ce qu'on développe aujourd'hui aux autres chantiers. Notre position, elle est très ouverte là-dessus parce que c'est une nécessité pour notre industrie. Et donc, ça a beaucoup de sens de pouvoir le faire ici. Merci. Pierre Empêche, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, un seul ou 2 fournisseurs, vous partagez ce regard? Oui, tout à fait. Enfin, oui, il n'y a pas photo. Hein. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, la chance qu'on a, tu l'as dit, il y a quasiment 90% de l'activité qui est en Nouvelle-Aquitaine ou très proche. La proximité sera un enjeu aussi de taille, et on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs différents et complémentaires pour arriver à sortir quelque chose de cohérent, notamment le nautisme et la plaisance. Il y a plein d'autres activités pour le professionnel, effectivement, mais je rejoins ce que disait Mathieu, c'est que la première étape, c'est l'électrification, et c'est vrai que chez Nani, on a 2 sujets majeur dans l'innovation, un sujet de fond qui est comment je développe un système propre à Nani, ouvert, qui va électrifier ou servir de base pour électrifier et propulser n'importe quel navire dans des tailles de grande plaisance. Et puis derrière, quelle énergie je lui mets à ce système, quelle transition, à quelle vitesse en fait je développe des briques qui vont se remplacer, s'associer au fil du temps et de l'évolution.
Et l'hydrogène en fait partie. Donc quand on attaque l'hydrogène avec notre regard de motoriste dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un moteur, c'est pour demain, surtout, je dirais, équiper des générateurs qui sont le troisième moteur qui se veut un peu plus vert derrière deux moteurs électriques sur un catamaran, par exemple. Donc oui, ça a du sens et tous ces développements peuvent faire partie d'un même pôle et sans compétition particulière. On va arriver à trouver Mais ça reste un marché plus modeste, gardez le micro, parce que là ils vont beaucoup parler de La Rochelle, de la grande façade atlantique. Si on descend en catégorie en longueur de bateau, et qu'on prend l'exemple d'un lieu de nautisme connu ici, qui est le bassin d'Arcachon, est-ce que sur les petites embarcations qu'on y voit, l'hydrogène est une solution, ou est-ce que ça sera jamais la solution, parce qu'on le gardera pour les bateaux plus imposants? Moi je suis pas si radical que ça, je pense que une solution peut être envisageable sur des petits bateaux. C'est une histoire de prix, on est d'accord. Tu avais l'air de douter, je vais pas vous faire un débat dans le débat. Non, mais c'est une histoire de prix. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met, c'est quoi la solution pour arriver à faire un concept sur un petit bateau. Quand je dis que c'est faisable, techniquement, oui, parce que tout ce qui est bateau de service, en fait, vont d'un point A à un point B ou ont une durée de rotation établie. Et là, on peut avoir une autonomie calculée et dimensionnée pour répondre à ce besoin de ravitaillement et d'autonomie. Maintenant, à quel prix, je ne sais pas encore. Alors, Gilles, est-ce qu'on est capable, avec, sans faire de l'égocentrisme sur votre produit, on peut équiper un petit bateau à un prix raisonnable ou est-ce que c'est vraiment pour des grosses unités? Oui, ça dépend de qu'est-ce que tu classifies un petit bateau, mais moi, personnellement, pour faire un bateau moins de 40 pieds, c'est un grand challenge. Donc, oui, pour le moment, ouais, ça dépend de quel type de bateau. Il y a des petits bateaux qui embarquent beaucoup de puissance. Oui, le contrainte actuellement, c'est le volume qui est pris par le stockage d'hydrogène. Parce que Loïc Carré fait pas son boulot, m'avait dit tout à l'heure. Pardon, oui, exactement. Il a pas fait du stockage à 2000 bars encore, donc on attend. Et oui, c'est oui, les coûts des piles comme aussi, c'est élevé actuellement. C'est beaucoup plus élevé que nécessaire. Mais tu sais, il y a beaucoup de technologies disruptives qui arrivent. Donc, on va avoir une version génération dans 2-3 ans qui va être assez différente, qui va utiliser beaucoup moins de platine, qui va avoir des prix beaucoup plus assez accessibles et ça va vraiment permettre d'atteindre une efficacité et un rendement très élevé en utilisant la technologie de pile combustible et accéder à une CAPEX qui est raisonnable. Donc, en termes d'efficacité et de rendement, il y a pas de question sur les piles combustibles, sur un moteur thermique, si on parle de long terme avec une application commerciale, si vous pouvez atteindre des rendements de 50% en moyenne. Donc, c'est vraiment une question de barrière. Maintenant, c'est le CAPEX. Bon, Loïc, vous avez bien compris qu'avec votre container pour stocker le carburant, ça ne faisait pas arriver des gens qui ont des beaux bateaux de chez Fontaine ou du voisin d'en face, là. Quand est-ce qu'on va évoluer là-dessus? Est-ce que justement un pôle de compétences régionales, c'est un plus pour réfléchir ensemble ou est-ce que, là, je répète ma question, chacun charge de son côté, le R&D, c'est très privé? C'est toujours intéressant d'être dans un pôle et de pouvoir échanger avec les différents acteurs pour mieux comprendre les produits de demain. Nous, on a une filiale qui travaille aussi sur les nouveaux réservoirs, des réservoirs qui potentiellement sont plus légers pour monter aussi en pression. Et effectivement, de bien cibler ces futurs produits et de voir dans quel cadre ils peuvent adresser tout le besoin du nautisme et du maritime. C'est toujours intéressant parce que effectivement, c'est pas des beaux produits, mais derrière, s'ils sont pas adaptés à l'usage, ils vont pas quoi. Ça serait quoi le calendrier si aujourd'hui on faisait un pari? Quand est-ce qu'on peut se retrouver en se disant que c'est plus ce que disait Mathieu Fontaine tout à l'heure, il n'ose pas dire le montant, mais on ne l'a pas demandé d'ailleurs, mais en gros du prototype qui est sorti, que c'est beaucoup trop cher pour que ce soit commercialisable demain. Tout à l'heure tu parlais de 2058, c'est très loin. Est-ce qu'on a un calendrier là-dessus qui vous permet de dire oui, demain on serait capable de sortir de l'hydrogène à un prix correct pour le grand public? Oui, on veut dire que 2050, je parle de l'objectif du climat, oui, c'est pour avoir arrivé avec zéro émission. Donc, il y a un objectif plus court terme de 2030 d'arriver avec 50% de baisse de émissions maritimes avant 2030. Et une partie de ça est
est ciblé pour, en termes de 10%, d'arriver à 10% des bateaux qui utilisent les fuels verts. Donc, comment on définit un fuel vert? C'est soit un biofuel ou soit une fuel qui est base énergie renouvelable, un e-fuel. Donc ça, c'est une cible qui approche très vite. Et on parle des bateaux de transporteurs des cargos maritimes à grande échelle. C'est très une schéma très important, c'est de vraiment démarrer avec les bateaux côtiers maintenant pour arriver à l'échelle. Et ça c'est bien faisable avec le temps de technologie qu'on a aujourd'hui. Ça prend du temps avec la réglementation. Il y a un coût, mais technologiquement, et on a tout disponible pour arriver là-bas. Allez, même question, calendrier chez Nani, puisqu'on dit Nani tout court maintenant, Nani Énergie, et chez Mathieu Funtal et Funtal Pajot. C'est quoi votre plan de charge aujourd'hui de se dire, voilà, comme vous dites tout à l'heure, on observe, etc., vous vous dites, on reconçoit pas quand? Ça dépend. Si c'est pour diminuer la consommation, enfin, diminuer la pollution d'un moteur diesel, on y travaille. Et ça, c'est une base de moteur classique, et on lui met juste un additif, c'est pas une pile à combustible, en fait. On conçoit l'hydrogène directement intégré dans le moteur. On n'a pas de réservoir. En fait, on produit l'hydrogène à la demande. Et on l'injecte dans l'admission d'air. Et ça fonctionne, et on a des résultats, très probants pour diminuer de plus de moitié les émissions par rapport au moteur classique. L'hydrogène n'est pas la finalité, il a un moyen. C'est un moyen pour nous. Okay. Pour l'instant, c'est un moyen. Ça, c'est à court terme. Ça peut arriver si on arrive à le développer, l'industrialiser rapidement. On dirait dans un an et demi. Ok. Et du tout d'hydrogène. Tout l'hydrogène, ça fonctionne aussi sur des moteurs. Alors, je suis désolé de placer un peu l'ambiance, mais on a fait des essais et on fait des essais avec nos partenaires, que ce soit sur des gros moteurs ou des petits moteurs, sur des moteurs qui fonctionnent à 100% à l'hydrogène. Et ça fonctionne, et ils sont en train de le tester sur des bancs. Maintenant, après, il reste la solution de stockage, donc, et il reste la question du prix aussi. Ça sera bon. C'est pas très cher, puisque quelque part, on part d'un moteur sans le transformer. Okay. On pensait qu'on allait être obligé de transformer tout le haut du moteur et de faire de la recherche, etc. Pas du tout. En fait, les ingénieurs sont lancés à dire, on va envoyer l'hydrogène dedans, bien maîtrisé, bien sûr, avec l'électronique qui va bien. Et quelque part, ça donne des résultats probants sans changer grand-chose mécaniquement parlant sur la mécanique du moteur de base. Donc, ça sera probablement un peu plus cher. Ça va dépendre aussi du développement qu'on va faire et de la quantité qu'on va produire, mais ça sera plus abordable. Allez. Mais c'est une transition. Calendrier de chez Funtal Pajot avant de prendre les questions de la salle. C'est un sujet, enfin, ouais, la réponse est un peu mixte dans des cas d'application particulières, tout ce qu'on a évoqué sur le professionnel, sur les parcours donnés, ou que ce soit pour une société de location qui a 40 bateaux dans un endroit donné et qui est capable de résider et du coup d'avoir une compression et un transport d'hydrogène relativement maîtrisé. Je pense qu'à 15 ans, ça paraît réaliste. On n'a pas démarré l'électrification, hein, je suis désolé d'y revenir, mais ça n'a pas démarré industriellement, et donc de pouvoir après ajouter la pile à combustible, je crois. Voilà, application comme l'évoque Pierre, application professionnelle dans le métier, c'est un peu loin du sujet. Ok, merci. Allez, des questions avec la salle, je suis là pour des questions. Oui, bonjour, Joël Jacquet, directeur de la recherche de Lexi à La Rochelle. J'ai une question, vous avez parlé de plusieurs technologies, la pile à combustible, l'injection directe d'hydrogène, c'est des technologies assez différentes. Est-ce que d'un point de vue économique, il n'y en a pas une évidente qui va tuer les autres? Allez, chacun son tour. Ah. Merci de cette bonne question. Je vais prendre des notes parce que tout le monde je demande que les questions difficiles, malheureusement. Je pense que c'est une question des besoins, des cahiers de charges. Si c'est de produire un bateau, peut-être un bateau de croisière qui coûte pas trop cher, qui est pas trop loin par rapport à un bateau normal. Ou si c'est un bateau qui va tourner 10 heures par jour pendant toute l'année et utiliser beaucoup de carburant et qui va éviter de produire beaucoup d'émissions. Donc oui, nous on a fait des analyses. Oui, si tu compares le moteur thermique, je pense que c'est une technologie de transition qui est intéressante pour
pour démarrer des projets qui sont pas forcément très chers en termes d'investissement. Mais oui, le rendement des piles à combustible, c'est notablement beaucoup plus élevé que le moteur thermique. Et on a comme je disais tout à l'heure, il a des coûts de piles à combustible qui va baisser beaucoup dans les prochaines 5 ans. Donc, oui, ça dépend de l'usage de l'opération de bateau. Si c'est un bateau qui va être utilisé beaucoup ou pas, quel est l'objectif, je pense. Je suis un peu d'accord avec lui, ça va dépendre du projet en fait. C'est ce qu'on disait en préalable, c'est qu'il n'y a pas une solution émergente qui répond à tous les cas de figure. Donc rien ne va tuer l'autre, pour l'instant tout est possible. Ça durera, ce sont des modes de transition qui vont durer peut-être 15 ans, comme disait Mathieu, avant de trouver une finalité industrielle. Aujourd'hui, on est dans des parallèles où effectivement nous on essaie avec notre vision à nous de transiter du gasoil vers une énergie mixte et puis peut-être 100% plus propre comme l'hydrogène total, encore peu, et produit par qui l'hydrogène est stocké comment et après abondé comment, et donc la pile a tout son sens aussi pour plein d'applications, que ce soit avec l'électrique, la propulsion électrique, on y pense aussi, on est dessus, on y travaille, donc c'est pas, rien ne s'oppose, c'est ça que je veux dire. Tout est possible et arrivera à terme avec des échéances beaucoup plus longues pour certains et plus courtes pour d'autres et qui seront abandonnés. Je dis pas que le moteur qui fonctionne à l'hydrogène c'est l'avenir. Je dis juste que c'est un mode de transition rapide qui peut fonctionner mais qui va s'arrêter rapidement quand on aura mis au point d'autres choses avec de meilleurs rendements et plus écologiques. Mathieu pour la conclusion sur cette question en tout cas. Oui. Moi, je pense que les deux applications sont parfaitement sensées. Je ne vois pas d'intérêt à séparer les deux. Je pense que les deux, la seule qui n'a pas de sens, c'est la fusée. Mais... Non, les deux sont sensés. Les deux sont clairement sensés. Allez, Thierry Le Sieur qui veut intervenir. L'intention de vouloir conclure là-dessus, mais en dehors de la discussion d'experts qui nous donne un cliché en temps réel des avancées, en préalable du pôle de compétences, il y a peut-être aussi un autre organe qui est l'observatoire des activités maritimes, qui pourrait stratégiquement avoir un conseil qui puisse observer, suivre, parce que là, ce qu'on parle, les questions qui sont posées, c'est l'étude de marché, avoir la compétence, l'étude de marché, formation, implantation d'entreprise, électrification, etc. Et ça peut prendre du temps. Et faire un choix aujourd'hui d'un pôle de compétences H2 maritime, il ne faut pas le faire trop tard, mais c'est peut-être un peu tôt de foncer bille en tête là-dedans. On a des sujets de prix, on a des sujets de fiscalité, des sujets encore de réparation et d'entretien de ces unités-là, de formation, voilà, j'en ai parlé, formation initiale, formation continue, ça va bouleverser les métiers. Je pense qu'on n'ira plus sur un bateau avec une blouse bleue, elle sera plutôt blanche. On a toutes ces questions-là, et elles vont toutes avancer en même temps. On a la distribution qui va s'opérer sur les ports. Comment on la calibre? Comment on la dimensionne? Pour qui? Est-ce que demain on va vers les petits bateaux, les moyens et les gros? Bordeaux, au lieu du tourisme fluvial et maritime, voilà, comment on peut se projeter à 5, 10, 15 ans? Je pense qu'il y a une réflexion, je ne sais pas si Marjorie, tu veux ajouter quelque chose à ça, au sein de l'Observatoire des activités, d'avoir quelque chose qui bouillonne sur l'H2 maritime. Pas que, on a parlé d'autres productions ou d'autres carburants, e-carburants, ça pourrait faire l'objet d'un suivi avant de parler du pôle de compétences dont on connaît maintenant voilà, à peu près les grands objectifs, mais si on ne le nourrit pas de données suffisamment fiables et économiquement acceptables, parce qu'au final ce sera quand même ça, la puissance publique elle aide toujours au début, fiscalement etc, puis après on voit bien qu'au bout d'un certain temps, mais il faut se débrouiller tout seul, et donc là je pense qu'il ne faut pas se tromper au démarrage. On ne doit pas être tout seul à se poser cette question, mais voilà, un pôle de compétences oui, bonne réflexion préalable avant, stratégique, c'est mieux. Le message est passé. Une question, oui, pour la salle. D'accord, on se présente et on pose ces questions.
Je me présente donc Jean-Marc Delich, président du groupe EDS. Je suis représentant de la FNOR sur la partie expertise en France. Je m'interroge aujourd'hui sur la continuité de vos compétences pour les transmettre en transfert de technologie et de compétences aux experts qui vont vous accompagner. Parce que quand vous êtes en activité, en exploitation, il y a à un moment donné un sinistre, ça peut arriver. C'est pas interdit, c'est d'ailleurs l'assurance qui vous assiste là-dessus. L'assurance ne vient pas sur les sinistres, c'est sur les experts qui vous assistent, qui vous défendent, qui défendent les compagnies d'assurance. Comment vous allez accompagner les experts qui vont être quelque part ceux qui vont à un moment donné être suiveurs, et puis un jour peut-être ils vont être ceux qui vont décider si vous êtes responsable ou pas d'un dommage qui résulte de votre exploitation. Dans l'exploitation, des gens sinistres. Bon, on respecte. Non mais j'entends, mais je plaisante. Quand on dit dommage, exploitation, quand on dit dommage, c'est pas du matériel. Ça peut être immatériel. Allez, on y va. Peut-être Phil qui est le plus avancé, comment tu fonctionnes par rapport à ça. Pourquoi moi? Ah oui, je pense qu'il y a un niveau. Beaucoup de monde pense qu'il y a un risque élevé associé avec les technologies hydrogènes parce qu'ils ne comprennent pas tous les codes et tous les standards et recommandations qu'il faut suivre. Oui, je veux dire que par rapport au maritime, c'est très lourd en termes de certification et il faut vraiment avoir le tiers pour faire une design review de tout ce qui est fait avec les études de risque. Et ça c'est quelque chose il faut pas éviter. Sur les systèmes de hydrogène, on a inclus quelques couches de sécurité qui va satisfier une société de classe ou quelqu'un qui fait une design review, un tiers, qui va vraiment répondre à un niveau de sécurité qui est plus élevé à des applications terrestres hydrogène qui existent. Donc, normalement, ça doit pas être trop différent en termes de risque d'assurance par rapport à les autres applications terrestres ou même moins parce que on a des réglementations qui est plus strictes à respecter. Je sais pas si je comprends la question. Si, je crois que c'était ça la question, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Mais on peut répondre pour les réservoirs et puis le premier bateau. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des soucis pour le bateau qui est parti chez vous Pajot et après sur le réservoir parce qu'on est dedans, on y va. Service, donc voilà. Pas encore sinistre. Non, on le souhaite. Comme expliqué Phil, on applique pas mal de certifications. C'est encore ce jeune dans la partie plaisance et maritime. On voit que ça tâtonne un peu sur la manière de certifier les bateaux. Néanmoins, les compagnies d'assurance qui derrière devront demander des experts, non, cette expertise n'existe pas encore. Enfin, à ma connaissance, il faudra que ça se mette en place au rythme des sinistres. Sur les réservoirs, et on conclut avec cette question technique. Nous, sur le projet sur lequel on travaille, effectivement, en amont, au niveau de la conception, il y a effectivement une ligne de classification qui sont compliquées et qui doivent donner leur tampon et leur aval. Il y a aussi, comme on est dans une procédure d'informatique design, de la maritime, on fait un certain nombre de choses. En commission. Donc voilà, toute la partie analyse de risque, les études de danger, la partie sécurité vraiment est plus chalée. Après, la question de monsieur là, sur le fait de former des experts, je pense que ça rejoint effectivement une question qui est globale de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la filière hydrogène, on voit qu'il y a des produits, des choses qui sont mis en place pour réaliser des objets, des véhicules, des installations, des produits électrogènes. Il y a tout l'aspect R&D qui est présent. Mais après, il y a toute la partie exploitation. Et dans la partie exploitation, il va y avoir les gens qui vont faire la maintenance. Faire la maintenance d'un système hydrogène, c'est pas le même métier que de faire la maintenance d'un moteur diesel sur un laser classique. Et puis il va y avoir aussi tous ces métiers transverses, notamment les experts qui vont aussi devoir être formés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que
l'ensemble de ces métiers-là et de ces formations-là, tout n'est pas en place, ça se construit petit à petit, on voit de plus en plus de formations. L'Université de Poitiers qui a créé un module spécial hydrogène à l'INSI. Et je en place doucement. Peut-être prendre l'avis d'ailleurs de l'EXI, on va leur donner le micro puisque vous êtes là. Dites tout ce que vous faites en la matière, c'est intéressant. Vous les avez mis à balle tout à l'heure, je sais Bah oui, on travaille avec lui depuis quelques temps, depuis combien 2 ans maintenant. Hein. Non, même 3 ans. Ouais, donc on apprend sur les problèmes de sécurité, on apprend avec eux, on fait attention. Pour éviter la poisse. Et je pense que oui, il faut construire ensemble ces aspects de... Concrètement, il n'y a pas une formation spécifique comme on l'entend. Ok, non, c'était la question. Mais ça va venir, ça va venir. Bien sûr, c'est la question. Ok. Merci. Allez, dernière question. Allez, plus de dernières questions. 2 dernières questions, c'est le but de l'échanger. Puis, on a encore un peu de temps. Merci pour vos différents éclairages. Donc, pour présenter Faya Assis, l'ADI Nouvelle-Aquitaine en tant que responsable. Vous le verrez tout à l'heure, il y a une deuxième table ronde. Donc, j'ai une question qui rebondissait un peu sur le propos de Thierry, sur le pôle de compétences régionales, ce qui sous-tend le fait finalement de structurer un collectif d'acteurs qui peuvent être complémentaires ou concurrents, et dans l'idée finalement de chasser en meute pour pouvoir trouver des applications, développer des projets, porter chacun sa part de risque et finalement promouvoir une offre régionale qui est liée à ces applications-là. Donc comment est-ce que chacun d'entre vous se positionne par rapport à ça et est-ce que vous avez des attentes particulières pour finalement essayer de mettre en place cette démarche? Il pense qu'il a été clair. Oui, c'est très clair, Faya. Voilà, toute la difficulté de ce genre de cluster et de chasseurs de meute, c'est effectivement, comme tu l'as évoqué, c'est le fait d'avoir de la complémentarité, pas qu'il y ait trop d'acteurs concurrents. Voilà. Et parce que la difficulté, c'est que quand il y a des groupes de travail dans des clusters comme ça, c'est que quand il y a beaucoup d'acteurs qui sont concurrents, bah, chacun on va dire, garde ses informations pour lui et essaye de capter les informations des autres. Et voilà, c'est pas forcément très vertueux. Je pense qu'il y a quand même pas mal de complémentarité au niveau de la région, dans les acteurs qui sont présents aujourd'hui. Il n'y a pas tant de concurrence que ça. Une autre question, il y avait 2 bras, moi j'ai vu 3 pour se lever. Allez-y, on va faire dépasser le... Bonjour, Olivier Fendela, Port de Bayonne. Vous avez ouvert tout à l'heure la discussion sur la notion d'offre et de demande. Et dans ce que j'ai compris de vos explications, le process aujourd'hui s'adresse plutôt à des navires commerciaux, en tout cas pas trop à la plaisance. Et là, pour le coup, les navires commerciaux, que ce soit pour le fret ou pour le passager, ils ont déjà été fortement incités à décarboner et la réglementation CECA a fait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts depuis pas mal d'années. Les compagnies cibles, telles que moi je les appelle d'un point de vue commercial, ils sont déjà fort engagés dans le GNL. On n'a pas parlé du GNL, les ports se sont organisés autour de ça aussi. Comment du coup l'hydrogène se positionne par rapport à cette voie ouverte déjà, puisque le GNL est sur les rails, et il est déjà bien parti pour s'implanter comme énergie alternative. Donc je reviens à la question de départ, l'offre et la demande. Voilà, si vous pouviez un peu préciser, parce que aujourd'hui on voit bien avec les carburants et le GNL, il y a des solutions. Alors, je pense qu'il y a un petit écart de perception sur le sujet. Le GNL, ça reste du gaz, ça reste issu des produits pétroliers. Donc, en tout cas, de ce qu'on nous enseigne, ce qu'on peut écouter, c'est que ça c'est voué à terme à disparaître. L'hydrogène, c'est un vecteur de stockage. Ça n'existe pas à l'état naturel. L'hydrogène aura son sens au niveau national ou au niveau mondial si on devient surproducteur d'électricité. Il faut l'hydrolyser. Aujourd'hui, ça fait partie en tout cas des sujets les plus pertinents. Donc, non, on n'est pas trop sur le même sujet, même si aujourd'hui, les grands acteurs du naval partent vers le gaz parce que c'est économiquement réaliste à ce stade, mais ça reste issu de... Enfin, il n'y en aura plus un jour, quoi.
En gros, on décarbone pas avec le gaz. On améliore significativement, mais on n'est pas au but recherché. Une intervention du conseiller. Oui, oui, la question de monsieur est importante parce que on ne peut pas parler de décarbonation sans parler de souveraineté énergétique non plus. Et donc, quand on parle GNL, c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était le truc à la mode. Il fallait aller vers le GNL, même des plateformes qui vont au large du Havre, qui vont, et c'est pour qu'on passe ce cap-là et penser également souveraineté énergétique parce que le gaz est essentiellement en Russie aujourd'hui. Et donc, ça touche des questions. Donc, c'est ces deux questions, effectivement, c'est une bonne. Je sais pas si c'était l'objet de votre demande, mais pas de matcher les deux entre décarbonation et souveraineté. C'est bon, on va pouvoir démarrer cette deuxième table ronde. Donc la table ronde, on l'a dit tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est adapter les infrastructures porteurs pour déployer les technologies hydrogène. Ça va répondre au moins aux attentes d'une personne de Bayonne. Raphaël, vous allez prendre le micro en première, si je puis dire. À l'heure du mot qui vous prenez, c'est pas la grande finale passée. On va essayer de récupérer le silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on peut récupérer le silence dans la salle. Voilà. Très bien. Je disais que c'était pas de galanterie, c'était par qualité. Raphaël Gay, chef de projet innovation, port de la Rochelle, Atlantec. Moi j'aimerais bien qu'on remplisse le contexte. Parce que du coup, déjà j'ai mis des mots différents, ça y est, on est perdu. Alors qui fait quoi et qui est qui? Voilà. Aujourd'hui, je représente 2 hommes, du coup. À la fois le directeur du port atlantique de La Rochelle, un port de commerce, donc Michel Curaza, et à la fois le directeur du port de pêche, chef de baie, donc Pascal Bouillot. Et moi, je travaille au niveau de l'association Atlantec, qui est basée aussi du côté de La Rochelle et qui accompagne de base un quartier bas carbone sur toutes ces expérimentations bas carbone. Ça touche à la fois la production d'énergie, ça touche à la fois la mobilité par exemple. Et du coup, comme on accompagne les projets d'expérimentation et qu'on a mis en place une expérimentation avec un démonstrateur hydrogène sur le quartier, ça a pris en ampleur et ça dépasse les limites du quartier et ça touche maintenant tout le territoire de l'agglomération. Et donc nous, on a vocation à animer l'écosystème hydrogène du territoire de La Rochelle. Alors concrètement, parce que là on est vraiment dans le sujet, on y était déjà tout à l'heure, on y est un peu plus là, parce qu'on est dans le quotidien, si je puis dire, on va parler un peu plus près du micro. Concrètement, vous produisez quoi et vous le distribuez comment? Alors concrètement, actuellement, on ne produit rien. Bientôt, on produira de l'hydrogène renouvelable en utilisant la production de nos panneaux photovoltaïques qu'on a implantés sur les ombrières au niveau du parking d'Atlantec. Oui, parce que c'est important de parler de surface, on parle de 10 hectares sur 27 hectares, c'est ça, si j'ai des bons chiffres en tête? Pas du tout, on aurait dû résumer et réviser avant de venir. Les ombrières photovoltaïques, elles font 1600 mètres carrés. Non, je parle du parc. Ah, le parc, oui, on est un parc de 27 hectares, 27 voilà, hectares, et on en prend une petite partie. D'accord. Et donc, on produira à partir de quand cet hydrogène? À partir de début de 2024, D'accord. si je ne me trompe pas. Et donc, on le mettra à disposition de qui? On le mettra à disposition. Alors, du coup, est venu s'imbriquer un autre projet, le projet LUSO, de développement d'une flotte de véhicules légers à hydrogène pour la logistique urbaine, zéro carbone. Donc là, on aura une flotte de vélos, de triporteurs hydrogène, des véhicules légers et puis des utilitaires aussi qui seront mis à location à destination des professionnels et aussi des collectivités pour un peu acculturer un nouveau vecteur énergétique, même si on sait que sur la mobilité légère, l'hydrogène ne fait pas forcément complètement sens. Mais c'est pour justement en parler, pour développer, pour décarboner quand même une partie de cette mobilité légère. C'est Somelac au niveau de La Rochelle qui met en place cette offre de location. Aujourd'hui, on est un peu dans le nautisme, on va dire beaucoup. Là, je ne me trompe pas beaucoup, il n'est pas sur le port, le parc. Le lien avec le nautisme, demain, ça peut être quoi? Le lien avec le nautisme, c'est potentiellement ce qu'on va produire sur le site d'Atlantec. Le temps d'avoir tous les véhicules et toute la flotte qui se développe, il se peut que notre production, si on n'a pas les usages terrestres qui sont là au moment où on produit, qu'on puisse l'apporter au niveau d'un port, par exemple le port de pêche, qui pourrait éventuellement distribuer un petit peu d'hydrogène pour tester certains navires au niveau du port de pêche.
Aujourd'hui, la demande, puisqu'on parlait de l'offre et de la demande, est-ce que vous la sentez? Est-ce qu'on vous dit quand est-ce que ça commence? À part les journalistes qui vous ennuient, est-ce que ça dit quand est-ce que ça commence? Est-ce qu'il y a déjà des usagers qui viennent voir? Et je parle encore du notice, parce que même le port de pêche, du notice, mais déjà demandeur, ou vous en êtes tout par rapport à ça? Alors, il y a de la demande, des petites demandes pour le moment au niveau de La Rochelle. Et d'ailleurs, Philchart n'en a pas parlé, parce qu'en fait, ça vient de lui, cette demande. Il a, en dehors de l'activité Génévos, il développe un navire de course au large décarboné. Oui. Et donc, si après il veut compléter, qu'il n'hésite pas. Et quand on développe un navire avec de l'hydrogène, on va avoir besoin à un moment de se recharger en hydrogène quelque part au niveau maritime. Et donc c'est de là qu'est née un peu la demande. On avait d'autres projets, on a aussi les navettes Interrig qui travaillent sur le sujet pour développer des navires à hydrogène. Et on est parti de là, on a présenté ça au niveau du port de pêche qui s'est dit il faut que je puisse à un moment répondre à la demande si elle arrive, mais il faut que j'y vois plus clair en termes de réglementation, en termes de quantité, de planning associé. Et donc on vient de missionner un bureau d'études pour faire une étude d'opportunité sur tout ce qui est usage portuaire sur cette partie-là. Ouais. Benoît Fourneau, est-ce que La Rochelle est un petit oasis qui aujourd'hui montre une voie et un pionnier, ou est-ce qu'on a plusieurs spots entre guillemets de ce niveau-là en Nouvelle-Aquitaine, puisque je le rappelle, vous animez la délégation France Hydrogène Mission Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, Bayonne aussi a travaillé sur le sujet, sur les études d'opportunité sur l'hydrogène. Donc effectivement, mais c'est la bonne démarche aujourd'hui, sur l'hydrogène, ce qui a été répété tout à l'heure en table ronde, c'est mobiliser les usages. On ne peut pas faire un bateau et se dire on va alimenter notre bateau. Il faut se réunir. Quand on fait un bateau diesel, c'est facile, le diesel on en trouve partout. L'hydrogène, il faut se réunir, il faut arriver à agglomérer plusieurs usages, que ce soit terrestre ou maritime. Aujourd'hui, la filière et au travers de France Hydrogène pousse au travers des feuilles de route, des propositions au gouvernement sur une notion de production semi-centralisée. Pour ne pas faire la différence, on va dire que l'Allemagne pose par un modèle très centralisé avec beaucoup d'importations d'hydrogène. La France veut être un petit peu au milieu, pas faire que du gros électrolyseur qui exclurait totalement les petites mobilités, enfin les mobilités sur les plus petits territoires et qui privilégierait uniquement les gros industriels. Donc c'est arrivé à mettre en place sur des territoires des électrolyseurs de taille plus importante. À son texte, c'est un petit électrolyseur, mais c'est parce que c'est un projet précurseur. Le but, c'est d'avoir des électrolyseurs un peu plus gros qui alimentent aussi bien du terrestre que du maritime. Et le maritime peut être intéressant parce qu'on peut très vite avoir un nombre d'usagers assez important et des volumes d'hydrogène. L'important, c'est d'obtenir un certain volume d'hydrogène critique pour avoir quelque chose qui a un sens économique, au moins d'un point de vue distribution d'hydrogène. Alors si on rentre dans les chiffres, un volume d'hydrogène critique à l'échelle d'un port, c'est quoi et c'est combien de bateaux concernés, ou en tout cas quel volume? À l'échelle d'un port, aujourd'hui, c'est difficile à vous dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle, il n'y a aucun projet qui a... On n'en a pas. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, on considère typiquement, si vous regardez le terrestre, aujourd'hui les vendeurs de stations-service hydrogène, aujourd'hui la taille de base c'est autour d'une tonne, une tonne jour qu'il a, parce qu'ils visent les poids lourds, et ils savent qu'à partir de cette station-là, ils ont un modèle économique qui est crédible. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on vise au sein de la filière, c'est que cette production d'une tonne jour, elle soit en partie dévolue à un port, donc installer cette station dans une zone portuaire pour alimenter à la fois de la logistique, de transport de marchandises et des bateaux. Donc la solution, ça sera le partage, C'est en tout cas au début. Le port, en fait, est vu par la filière, en tout cas, comme ce qu'il est à l'origine, c'est un lieu d'échange. Hein. C'est là où on exporte des matières premières ou des biens et on importe. Donc c'est là où le carburant est utilisé et le port doit reprendre cette capacité à produire lui-même son carburant. Donc on revient à la souveraineté. Tout à fait. Raphaël Gay, sur le modèle du grand port de La Rochelle, c'est une solution totalement envisageable? Ils ont cette réflexion là-dessus, parce que forcément, quand on parle d'hydrogène, pour le produire, il va falloir une source d'énergie renouvelable. En termes de source d'énergie renouvelable, on va avoir l'éolien offshore. Et donc, une fois qu'on a cette source d'énergie et qu'on veut produire de l'hydrogène, il faut trouver une place. Imaginons que c'est offshore que se fait la production, le stockage, il va se faire à l'endroit le plus proche au niveau terrestre.
ça va être les ports en général. Et puis la distribution, elle va se faire aussi au niveau des ports, donc c'est là où c'est important. Et puis un port, c'est pas que des bateaux qui viennent et qui s'en vont, c'est tout un écosystème, toute une logistique avec à la fois du maritime, mais aussi du terrestre. Et donc tout cet écosystème en lui-même, ça peut être plein d'usages à décarboner. Et on est typiquement dans la mobilité lourde qui a justement où l'hydrogène pourrait répondre, ce vecteur énergétique pourrait répondre pour décarboner cette mobilité. Faya, assis, ça va être quoi la spécificité d'un écosystème justement pour développer l'hydrogène par rapport à ce qu'on connaît ailleurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres activités loin de ce secteur-là, mais où on a vu que l'écosystème justement générait et l'activité et tout ce que ça peut engendrer. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça démarre avec l'hydrogène? Donc on parle des infrastructures portuaires. Benoît l'a rapidement évoqué, l'idée d'un port c'est d'être un hub donc multimodal, donc adressant à la fois des usages de mobilité terrestre, qu'ils soient routiers, ferroviaires ou maritimes, naval, selon les applications visées. Et pour que ça se développe par rapport à d'autres industries que vous avez citées, qui représenteraient plutôt des usages industriels de l'hydrogène, donc ou peut-être pour de la décarbonation de chaleur. La différence elle est plutôt sur déjà la qualité de l'hydrogène qui serait produite, parce que là on parle de combustion versus peut-être de l'utilisation d'hydrogène en direct dans des piles à combustible, si on prend par exemple des usages de navires. Donc ça conditionne le choix des procédés. Et si on illustre par exemple avec ce que souhaite réaliser le port de Bordeaux, aujourd'hui ils ont une stratégie. Ils devaient être là, ils sont pas là, dites-nous ce qu'ils veulent faire. Voilà. Je vais essayer. Il y a quelques acteurs dans la salle qui connaissent un peu la stratégie, qui corrigeront mes propos si je dis des bêtises. Mais typiquement, en fait, ils sont partis d'une étude technico-économique qui a servi à balayer un peu le spectre des applications qui pourraient être envisagées sur la zone industrielle ou portuaire au travers d'une étude qui s'appelait H de Bordeaux, étude à laquelle Nexia a participé notamment. Donc ça a permis de caractériser l'opportunité technico-économique de l'utilisation de l'hydrogène sur des applications stationnaires, type groupe électrogène, des locotracteurs. Et je crois qu'il y avait également une application qui avait été étudiée autour d'un navire de service, je parle de mémoire. Peut-être dire une bêtise, il est commandé même le bateau. Hein. Il n'y a pas eu de commande ou il n'y a pas un appel d'offres, c'est pas passé ça? Il y avait un appel d'offres à un moment du report? Je crois pas. Non, pas passé, ok. Voilà. Donc on était resté au stade de l'étude. Et fort de ces premiers enseignements, donc l'idée derrière c'était de monter un premier projet qui donnait à voir. Donc, et si on parle chiffres, donc encore une fois pour rebondir sur le propos de Benoît, on est plutôt aujourd'hui sur une vision d'une brique électrolyse de 5 MW, ce qui représente, pour donner un ordre, 2 tonnes jour de production d'hydrogène. Et si on fait le parallèle avec un nombre de bateaux, comme vous avez dit, je ne sais pas si on prend l'exemple du bateau de Fontaine-Pajot, même si ce n'est pas forcément super pertinent, on parlait de 15 kilos embarqués, c'est ça? Donc, voilà, donc 2 tonnes jour, ça fait quoi, 120 bateaux, quelque chose dans ce goût-là. Donc c'est un peu ça l'ordre de grandeur. Et aujourd'hui, donc le port travaille justement à essayer de concrétiser ce projet. On est encore à l'état d'étude de préfaisabilité, mais c'est ça l'idée. C'est donc sur une échelle de 3 ans, essayer de concrétiser un projet autour de ça, 5 MW. Benoît Fourneau, qu'est-ce qu'il faut pour que ça bascule? Ça va être quoi le déclic? Je reviens à la question de tout à l'heure, et là c'est pour les infrastructures, c'est la même. Il faut que ça parte de quoi? Du politique, on a une réglementation drastique qui fait qu'on y va. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Parce que pour l'instant ça ne marche pas. Sur le maritime, il y a la réglementation qui a évolué sur les gros navires, pas sur le nautisme, mais sur les gros navires. Donc, il y a effectivement sur la découlée de plus en plus d'intérêt parce qu'il y a des contraintes réglementaires avec des pénalités sur les émissions de CO2 qui arrivent dans le secteur maritime. Donc ça, c'est quelque chose qui va pousser. Ça a été expliqué également, c'est toute la chaîne de valeur qui doit être demandée. En fait, il y a un premium à passer pour entrer dans le maritime. C'est pas tellement les systèmes. Les systèmes, il y a une certification à faire. C'est en fait tous les sous-composants qui doivent être eux-mêmes certifiés. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et faut tenir compte dans les projets qu'il y a une phase de développement. Il y a des études à faire préliminaires pour bien avoir un planning établi sur les études du danger. On va souvent être avec des régimes ICPE, des sites Céveso dès qu'on atteint certaines proportions. La filière travaille pour essayer d'assouplir ces régimes avec des régimes intermédiaires qu'on espère qui seront mis en place dans les prochaines années.
Mais le principal effet, c'est vraiment les usages, c'est avoir des gens motivés qui sont prêts à faire le premium. L'idéal, c'est d'avoir un gros consommateur d'hydrogène qui, lui, va pouvoir après drainer facilement d'autres usagers. Sinon, c'est arriver à réunir au moins 10 usagers qui veulent vraiment y aller parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'ils veulent vraiment partir sur une flotte zéro émission. Et c'est pas que du maritime, c'est arriver des gens qui travaillent autour du port. Parce que comme l'a démontré Faya, on ne va pas faire 120 bateaux d'un coup. C'est pas vrai. Et si on fait 2, 3, 4 bateaux, l'hydrogène va être hors de prix et ça sera un beau démonstrateur, mais on ne démontrera pas le côté économique. On ne sera jamais moins cher que le diesel, hein, pour être clair, mais on peut être à quelque chose qui n'est pas aberrant en termes de prix. Ça veut dire qu'au-delà du pôle de compétences qui était notre sujet tout à l'heure, il faudrait presque un pôle d'utilisateurs potentiels. C'est déjà dans le pôle de compétences qu'on doit les réunir. Enfin, je sais pas, il y a encore une structure à faire dans la structure. C'est l'objet de ces clusters et de ces réunions, c'est de se rencontrer, c'est échanger. Dire, moi, j'ai commencé à faire une étude pour voir sur mon bateau. On est voisins, moi aussi. Voilà, c'est multiplier ces échanges et essayer de pousser. Là, effectivement, à cette étape-là, on a besoin encore de soutien public pour aider, non plus aider des démonstrateurs, mais aider des flottes, en fait. Les technos ont été éprouvés, on a démontré qu'elles marchaient, aussi bien essentiellement dans le terrestre, hein. Mais il y a eu des démonstrations sur le maritime, on a démontré que ça marchait. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut financer, hein, en fait, c'est des flottes, c'est des réalités économiques. À l'échelle d'Atlantec, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette discussion, cette réunion peut-être demain de demande, elle est déjà en train de se faire jour, ou on n'en est pas là, mais en tout cas, il y a déjà cet espace de discussion, c'est ça? Si, alors ça fait même plusieurs années qu'elle a lieu cette discussion, de mobiliser les acteurs. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut en convaincre, si on n'a pas un usage énorme d'un coup, il faut en convaincre une petite dizaine, voire plus. L'hydrogène, c'est nouveau, c'est innovant, donc c'est des acteurs où on leur dit il faut se décarboner. Comment, qu'est-ce qui va me permettre de décarboner ma flotte, combien je vais investir, qui va m'aider à investir. Et donc le rôle d'Atlantec en partie, c'est de faire le lien, d'animer, d'accompagner, d'apporter les bons outils au bon moment. Et dans le cadre d'un des projets qu'on a au niveau du port, hein, de valorisation d'hydrogène coproduit par un industriel de la zone, c'est ça en fait. On sait qu'il y a de l'hydrogène, pour le coup on est parti de l'autre côté, puisqu'en fait l'hydrogène est arrivé avant. Et là, on essaye de voir avec les différents usages potentiels lesquels feraient sens pour se développer basculer en hydrogène. Et même là, on se rend compte qu'il faut la force plutôt, alors soit politique ou soit la force du grand port de La Rochelle pour mobiliser ces acteurs. Faya, si le rôle de l'ADI, justement, là, c'est aussi d'apporter les moyens ou de les repérer. Quel rôle vous pensez pouvoir avoir ou que vous avez déjà? Alors, on va avoir un rôle de détection des projets. Certains porteurs viennent nous voir avec des projets plus ou moins avancés, plus ou moins structurés. Et notre rôle, ça va être d'essayer de les aider à sécuriser les moyens qui leur permettront de réaliser ces projets. Et parmi les moyens qui seraient nécessaires, on a parlé de subventions, en tout cas de soutien financier, évidemment. L'idée, ça va être de se retourner vers les collègues de la région et de l'Aisne, qui chacun à leur bande ont des dispositifs de soutien qui permettent, en fonction du degré de maturité ou de la typologie des projets, de proposer des axes d'accompagnement. Donc par rapport à ça, en fait, il y a des collègues qui sont dans la salle, hein, donc Ariane Riffaut qui représente la direction énergie-climat, qui est là, et donc le rôle de la direction et climat, c'est d'accompagner des démonstrateurs et des premières commerciales. Donc on va plutôt être sur des niveaux de maturité technologique pour ceux à qui ça parle de 7 et plus. Donc voilà, préparer les premiers accès au marché, disons-le comme ça. Et après, on va avoir sur des projets plus amont, on va avoir la direction de la performance industrielle et ou la direction de l'enseignement supérieur de la recherche qui vont permettre de travailler plutôt les axes de R&D. Donc là, on va plutôt être avec les collègues de la filière. En fait, la direction filière. Ok, merci. Je crois que c'était important de rappeler ce rôle. J'ai vu que Thierry voulait faire une intervention, ça me permet de faire une liaison avec la salle avec 5 minutes d'avance, mais on est dans les transitions. Non, il n'y a aucun problème. Vas-y, voilà, je voudrais juste rebondir sur le sujet d'avitaillement portuaire. À titre professionnel, j'ai travaillé sur une étude de faisabilité pour Bordeaux Métropole. Je ne sais pas s'il y a un représentant de Bordeaux Métropole aujourd'hui, je n'en ai pas croisé, mais il est peut-être arrivé. Où il avait été envisagé de mutualiser justement les besoins énergétiques sur des hydrocarbures différents, des bleus, des rouges, etc. Et c'était déjà très difficile de mutualiser les usagers, plus que les usages,
parce qu'il faut que tout le monde joue le jeu pour atteindre cette fameuse taille critique qui permet à une installation, vous imaginez bien Boracay, qui est soumise à une multitude de réglementations, sur l'eau, installation classée pour l'environnement, d'études de danger, etc. En milieu urbain, voilà, j'en parle pas. Et donc on est arrivé sur la conclusion voilà, qu'on avait voilà, cette difficulté derrière commerciale. Alors je ne sais pas, je vais prendre un peu ta place 2 minutes, Stéphane, si tu permets. Je ne sais pas si dans la salle il y a un représentant d'EDF, Total, ou j'ai croisé Picotti, qui pourra intervenir là-dessus, parce que c'est quand même... Au moins une personne. Voilà, on s'était heurté aussi à ce que Bordeaux Métropole n'avait pas souhaité forcément porter l'investissement. On parlait tout à l'heure de pompes à hydrogène, j'ai en tête, ça coûte 10 fois plus cher qu'une pompe à essence classique. Donc imaginez pour remplir les soutes d'un bateau, combien de pompes il faudrait, parce que les bateaux, c'est difficile de faire une file d'attente sur l'eau, donc il faudrait suffisamment de distribution pour assumer tout ça. Et en fait, je vais mettre les pieds dans le plat, mais c'est les énergéticiens qui nous ont appelés en disant « calmez-vous, c'est pas à la collectivité publique de faire ça ». Voilà. Des gens qui ne sont pas forcément de Bordeaux, plutôt du sud de la France, où on a été arrêtés de suite dans le projet parce que on commençait à marcher sur les plates-bandes des grands énergéticiens nationaux. Donc tout ça doit se faire aussi dans une harmonie, je dirais, commerciale. Et pour les petites zones d'avitaillement qui seraient le début, je pense, de cette partie H2 maritime, il faut peut-être aussi travailler avec ces grands-là, parce qu'ils ont aussi une expertise, la mise en place des prix, la mise en place des installations Boracay, et pour pouvoir être accompagnés évidemment dans le pôle de compétences dans ce cadre-là. Raphaël Gay, peut-être une réponse, parce que vous avez comme un gros faiseur sur place, et puis on va dans la salle après. Quid des relations sur cette question avec un important acteur qui est sur le port de La Rochelle? Oui, alors c'est plus, c'est avec le port de pêche qu'on a aussi vu cette question dans le cadre de l'étude qu'on va mener. C'est une étude d'opportunité, mais ça va plus loin que l'étude d'opportunité. On va travailler sur les usages, mais on va travailler aussi sur, une fois qu'on a dimensionné la station, où elle s'implantera, où est-ce que le stockage se mettra, pour qu'en fait le directeur du port ait une vision de ce qu'il va pouvoir mettre dans son cahier des charges pour un appel d'offres, pour justement avoir quelqu'un qui soit en capacité de répondre pour distribuer l'hydrogène à part. On va faire circuler le micro, et je vois qu'il y a un monsieur qui a levé la main tout à l'heure, et puis j'ai pas compris si c'était pour EDF, pour Total, ou pour Avia, ou pour Picotti, ou tout le monde d'ailleurs. Voilà, c'est vous. Bonjour. Donc, c'est EDF. Si vous vouliez venir discrètement, fallait pas. Enfin, je ne sais pas du tout quel était le sujet précis là, que vous mentionniez. Est-ce que tu veux reformer? Ah, l'EDF n'est pas impliqué, c'était pas les énergéticiens carburants. Et c'est assez cohérent puisqu'on est partenaire de cette journée. Bon, très bien. D'ailleurs, et donc on est plutôt favorable effectivement à faire des écosystèmes autour de l'hydrogène. Allez, on en profite, le micro est dans la salle. Donc je reviens sur le sujet pas d'expertise, parce que j'ai déjà posé la question, comme je vous l'ai dit, de l'AFNOR. Nous sommes avec les experts de EDF, GRDF, CEA, etc., etc. En fait, la question que je vous pose aujourd'hui, elle m'intéresse et elle nous intéresse, nos experts, parce qu'on sait que dans 15 ans, on va avoir une pénurie de pétrole, nous allons vers une situation un peu critique. Nous sommes sur un système de défense communautaire issu de la Convention européenne de 1947, que vous devez connaître également, qui est donc primordial pour la souveraineté européenne. Et je m'inquiète du temps de développement de nos activités, parce que dans 15 ans, si on n'a pas les solutions alternatives, comment fait-on pour défendre le pays? Avec des outils qui sont des navires sans carburant, sans énergie adaptée. Est-ce que les 15 ans vous suffisent pour mettre en place vos dispositifs? Alors, la question du calendrier qu'on a posée tout à l'heure, avec plusieurs fois du 2030, du 2050. On parle de défense. Oui, j'ai entendu, et je pense qu'ils ne sont pas représentés. Enfin, j'ai vu personne de Naval, mais on peut reprendre le micro. Moi, je suis en relation avec le ministère de l'Intérieur et de la Défense. On se pose ces questions-là. Ok, c'est inquiétant si eux-mêmes se les posent. J'espère qu'ils ont des réponses aux questions. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce fameux calendrier? Allez-y. Benoît Fourneau. Tenez, hop.
il y a des feuilles de route qui existent sur l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène est une solution, hein. C'est pas la solution. Si c'était la solution, elle serait déjà implantée partout. C'est une des solutions possibles qui s'applique. On pense qu'il y a des marchés où effectivement c'est la solution principale, notamment le poids lourd, certaines locomotives de traction, où ça c'est un vrai avantage. Je ne parlerai pas du militaire, je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais effectivement, il y a une feuille de route qui est à horizon 2030 qui a été rédigée. Aujourd'hui, on s'efforce de... Le premier sujet, c'est la production d'hydrogène, qui rejoint un deuxième sujet qui est l'une des marottes du gouvernement, qui est la décarbonation des principaux industriels, donc décarboner les plus gros industriels. Cette décarbonation va passer par l'hydrogène. Et c'est ces efforts-là qui vont faire que la filière va encore passer une échelle et qui va entraîner derrière elle des technos qui seront plus matures et moins chers. Donc effectivement, la feuille de route à 2030, elle est ambitieuse, hein, puisqu'on ambitionne de déployer 6 gigawatts d'électrolyseurs. Aujourd'hui, on est à la vingtaine de mégawatts implantés en France. Donc ces efforts-là, en fait, ils vont absorber derrière toute la filière. Donc 2030 sera une première étape, on verra après. Tout à fait, Fayassi, pardon. Juste pour compléter le propos, je crois que c'est Philippe qui en avait vaguement évoqué dans son premier propos, mais voilà, il y a aujourd'hui on va dire les voies technologiques qui permettraient de décarboner les usages maritimes. On les connaît, plus ou moins en tout cas. On parle des biocarburants, des carburants synthétiques, d'hydrogène bien évidemment, même s'il y a un lien entre hydrogène et carburants synthétiques. Le GNL qui a été évoqué, mais ça restera de toute façon une voie de transition pour en tout cas amorcer la décarbonation de certains nombres d'usages. Donc c'est des choses on peut être d'accord ou non, mais c'est quelque chose qui est d'ores et déjà engagé. Donc le phasage à 2035, aujourd'hui personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas où seront les curseurs par rapport à ces différentes technologies, mais il y a tout un ensemble de technologies qui existent aujourd'hui, qui sont déterminées, qui ont des niveaux de maturité différents. Et après, il y aura peut-être des logiques de marché qui s'installeront, qui feront en sorte que certaines prendront le pas sur d'autres. Mais voilà, en fait, l'hydrogène ne sera pas l'unique réponse à tous les besoins de décarbonation qui sont aujourd'hui identifiés au niveau du maritime. On l'a bien vu aussi avec la première table ronde, avec des solutions déjà différentes qui apparaissaient. On a une question pour Iran. Merci. Jean-Philippe Houot, chantier de l'Arsenal et de Concept à La Rochelle. C'est une question concrète de coût. En fait, vous avez parlé de stations à quai, vous avez parlé de pompes. En gros, est-ce qu'on a une échelle de prix? Si on met une station ici, là, parce qu'on a une production locale telle que M. Assi en parlait, est-ce qu'on a une vague évaluation de... On n'a pas de vendeur de station ici. 1 million d'euros, une station, Alors, une station temporaire, c'est environ 1 million. Attendez, on va vous donner un micro, parce que pour la captation, ce sera mieux. Allez-y. Je me permets d'intervenir. En gros, présentez-vous peut-être. Ouais, Théo Moussion, Arme Initiative. Moi, je fais des bateaux qui sont recyclables, mais je suis bien intéressé sur tous ces sujets. Une station temporaire que vous pouvez avoir pendant 6 à 24 mois, donc c'est des conteneurs aménagés sur un terre-plein. C'est pas beaucoup de paperasse par rapport à une station fixe. C'est 1 million d'euros. Voilà, ça met une échelle. Et ça permet de lancer, ou de pré-lancer, ou de pré-tester une implantation avant d'avoir un besoin plus important en termes de diffusion et de distribution. Donc je pense que c'est une des premières étapes avant d'implanter une station fixe à un lieu proprement dit. Benoît Fourneau, un prix plus bas? Un prix plus bas, mais un complément en fait. Une station-service, ça paraît simple, c'est pas si simple que ça. Ça dépend comment vous la dimensionnez déjà. Quand je parlais tout à l'heure d'une tonne par jour, on peut faire une station de 200 kg par jour, on peut faire une station de 50 kg. Les prix vont pas du tout être les mêmes. J'aurais dû réviser avant, j'avais des prix pour tel jour, je ne les ai pas en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises. Après, sur une station à quai pour des usages, en fait, vous allez être, même si c'est une station, ça va être un petit peu le même principe, sauf que ça sera moins cher si vous la prenez sur 15 ans que si vous la louez juste pour 6 mois, 1 an.
En fait, ça va être de la détente la plupart du temps. Vous allez comprimer plus fort et votre station est très réduite en termes de matériel et autres. Si vous avez une vraie station de distribution, là, vous allez avoir un compresseur, un équipement plus cher, et vous allez fournir plus. Donc il y a vraiment tout un éventail, c'est vraiment projet par projet qu'on fait les camions. 1 million d'euros, c'est vraiment... à ce prix-là, on peut acheter une station, qui produit et qui débite sur des plus petits débits. Mais effectivement, malheureusement, quand on fait une expérimentation de 6 mois, on paye une immobilisation de 5 ans sur 6 mois. Forcément, c'est cher. On revient toujours à cette question de l'œuf et de la poule, quand même, hein, parce que là, c'est un chantier qui pose la question. Alors, c'est un chantier qui dit je l'ai fait, mais je ne pourrais pas le faire. Tout. Voilà. On est vraiment à se dire qui c'est qui va ouvrir le marché, quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça que certaines régions, en fait, on a l'impression que des régions en avance, c'est juste parce qu'elles ont mis un projet qui a lancé une première production, et autour, il y a d'autres projets qui sont greffés, et au fur et à mesure, ça monte. Pour notamment, elle s'est lancée dans les bus à hydrogène. Au début, ils avaient 5 bus. Ben, autour de ça, il y a plusieurs projets qui sont en maturation parce qu'il y a une source d'hydrogène possible. Donc on peut se dire, ben, on va en prendre un petit peu pour expérimenter. Quand on reste marginal, on peut multiplier les usages. Et ils envisagent d'augmenter la production. Pour info, et on peut le signaler parce que c'est toujours pertinent, Pau qui accueillera les journées nationales de l'hydrogène les 14 et 15, les 13 et 14, 14 et 15. Bon, tout le monde est informé, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Certainement, oui, monsieur. Bonjour à tous. Saint-Morin, CAI, Jean Estras, constructeur de bateaux aluminium pour les professionnels. Pour avoir répondu à des appels d'offres dans lesquels on nous demandait de proposer des bateaux à propulsion hydrogène avec pile à combustible, on en connaît à peu près le prix. Et lorsque je chiffre un bateau pour un transporteur de passagers sur le bassin, ils sont quand même veillants à ce qui se passe. Ils me demandent, mais qu'est-ce que ça me coûterait si je voulais faire un bateau avec de l'hydrogène? Quand j'annonce le prix, il tombe à la renverse. Donc, le prix du bateau, hein, sans la station. Oui, sans la station, voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un coût très élevé de la solution hydrogène pour équiper un bateau. Par contre, une solution comme Carl Empêche a parlé, c'est-à-dire dans un premier temps faire tourner les moteurs thermiques qui existent, parce que du coup on se retrouve avec une flotte très importante de bateaux, permettrait justement de démarrer ce besoin en hydrogène et de créer de la distribution. Donc c'est ce que vous proposez. Juste concrètement, c'était des questions intéressées certainement, mais vous n'êtes pas allé jusqu'à chiffrer un bateau à hydrogène pour des clients. J'imagine que c'était pour du transport de passagers sur le bassin. Oui. Vous êtes allé jusque-là? Sur le fleuve ici. Ah, sur le fleuve. Et vous êtes allé jusque-là? En partenariat avec Phil. D'accord. Parce que en l'occurrence, ils auraient fait comment pour approvisionner? C'était avec les outils de votre voisin, si j'ai bien compris. Oui, d'accord. Oui. Okay. Et ça n'a pas du tout été recevable? Non, c'était une solution qu'il fallait proposer, mais qui n'était pas la solution qui serait retenue de toute façon. Parce que il y avait cette problématique de la distribution. Benoît Fourneau, il dit ça y est, ça sert à rien, je viens de... Pour être très clair, c'est bascule, je pense. L'appel d'offres de la métropole, c'était à commander 2 nouveaux bacs-tubes qui doivent être H2 C'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait un appel d'offres. Ils doivent être H2 ready. Donc il y a une option que la métropole peut lever, mais que la métropole, à ma connaissance, n'a pas levé. Donc aujourd'hui, ça sera des bacs-tubes diesel, hybride diesel batterie. Mais il y a une option qui peut être levée et la métropole peut demain intégrer des fuel cells directement dans ce navire. C'était eux ou pas? Allez, on va faire des échanges. Je peux donner juste une précision pour vous parler un peu de consommation. C'est-à-dire qu'on avait travaillé avec Nexeia pour les réservoirs, et sur les bateaux, on arrivait à caser 11 réservoirs, ce qui nous permettait, une fois le plein fait et le bateau en fonctionnement, de travailler à peu près un peu plus de 48 heures.
Donc ça voulait dire qu'il fallait faire le plein à minima 2 fois par semaine. Très bien, merci de toutes ces précisions, un cas concret. Ok. Donc c'est pas pour raison, mais il semble bien qu'il y ait des bâtons communs pour la filière. Est-ce qu'on a une autre question ou un témoignage? Bien. Oui. Témoignage. Bonjour, je suis un collègue de Loïc, je m'occupe plutôt des ventes. Moi, je suis pas train de faire de la pub, mais j'entends dire que l'hydrogène c'est cher, etc. Il faut penser qu'il y a d'autres modèles économiques. Typiquement, Loïc a parlé du projet Hydrobert, ce qu'on est embarqué. Et là, il faut savoir que les réservoirs, c'est pas un asset du navire, hein. Ça appartient à l'énergéticien. C'est lui qui va amortir le prix de ces réservoirs sur plusieurs années, parce qu'il fait son usine. Donc lui, il va vendre de l'hydrogène pendant quelques années. Et il n'y a pas de station sur le port, parce qu'on vient swapper les containers. Donc voilà, c'était juste, il faut quand même garder ça à l'esprit. Il y a d'autres solutions, c'est de faire une station qui coûte cher et de mettre des réservoirs aussi sur le port. Bon, pour dire que la porte n'est pas fermée, on a bien compris. Voilà. Ok. Vas-y. Je reviens à la charge. Moi, je viens plus sur le côté utilisateur. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par la région, par le département, pour déterminer, accentuer l'accès aux clients finaux, donc c'est-à-dire des armateurs. Je n'ai pas trop vu d'armateurs pêche, par exemple, ou nuque, navires à usage commerciaux dans la salle. Mais c'est eux dont on parle depuis presque 2 heures. Ouais. Comment on fait pour les accompagner eux? Parce que voilà, nous on arrive à se structurer, certains font des levées de fonds pour accélérer leurs entreprises. Mais eux, au final, ça reste des marins qui vont tous les jours en mer et qui n'ont pas ce modèle économique, qui ne savent pas construire ce modèle économique, qui n'y ont pas accès. Et en fait, c'est à nous de leur trouver les solutions techniques. On les a quasiment à 95%, mais en fait, on n'a pas nos utilisateurs parce qu'ils ne savent pas monter les dossiers. Alors, réponse peut-être du cluster aussi, et de la région. Allez. Il me semble que oui, là aussi, on a notre rôle à jouer. On l'a déjà fait sur des projets collaboratifs. La difficulté pour un cluster, c'est d'intervenir pour une personne égale un projet. Il faut que ça puisse diffuser pour l'ensemble de la collectivité, de l'écosystème. Si on parle d'âge de maritime, ça veut dire qu'il faut avoir un modèle, une procédure sur les... L'ostréiculture, il n'y a pas qu'un ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon. Oui. Tout à fait. Mais est-ce qu'ils veulent tous du âge de maritime? Est-ce que ça, du coup, c'est pas une orientation politique et donc du coup le département qui devrait dire que en fait, le bassin devrait être 0 émission d'ici 3 ans, et là beaucoup de gens bougent vachement. Il y a forcément l'impulsion politique et nous on suivra de toute façon ces contraintes qui arrivent de toute façon, comme vous dites, sur les petits pêcheurs, sur les petits transports de passagers. Ça ne concerne pas que les grosses compagnies. Et on aura vraisemblablement un rôle à jouer. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je rappelais éventuellement l'intérêt de l'Observatoire des activités maritimes et nautiques. C'est pour avoir l'ensemble des informations, la faire remonter et puis s'organiser ensuite en pôle pour pouvoir répondre à ces TPE. C'est clair qu'un chef d'entreprise n'a pas le temps de faire des dossiers, il ne sait pas comment faire. Payer une ingénierie, est-ce qu'on a la garantie d'avoir l'aide au bout? Si ce n'est pas structuré en amont, ça me paraît difficile. Donc effectivement qu'on a avec la région ce rôle à jouer et pour pouvoir aider l'ensemble de la communauté des compagnies maritimes. Rémi, une réponse peut-être de votre part? Ben oui, c'est une bonne question. Moi, je prends la proposition de 0 émission nette sur le bassin d'Arcachon, et ça, c'est plutôt à l'échelle intercommunautaire, je dirais, de le décider. On a un exemple, c'est La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui a décidé 0 émission nette en 2040, pas en 2050, en 2040. Et ça a permis à une entreprise, Croisière Intérim, qui fait la jonction entre l'île d'Oléron, l'IDEX et l'île de Ré, de réfléchir à une étude d'opportunité pour l'usage de l'hydrogène dans un de ces navires. Alors, c'est compliqué parce qu'on a parlé de la question de sécurité, de coûts, etc. Donc, je ne pense pas que Croisière Intérim, je ne sais pas s'ils sont là, ou bien Coco, mais je ne comprends pas qu'ils veuillent avancer aussi vite qu'on l'aurait souhaité il y a 1 an, quand on a aidé, nous, la région,
financièrement l'étude, mais c'est aussi en lien avec les îles locaux, effectivement, de se dire, nous, on veut plus de bassin à cachon, on veut plus de moteurs thermiques, mais ça vaut également, moi je discutais avec un collègue du Limousin sur le lac de Vassivière, par exemple, on veut plus de ces choses-là, parce qu'on a également en région des lacs dans le Massif central, donc nous on y travaille sur ces choses-là. D'ailleurs, il y a peut-être des entreprises intéressées pour le cluster atlantique, pour le lac de Vassivière, sur le président délégué. Bon voilà, donc ça c'est pour vous répondre, et puis après nous, concrètement, qu'est-ce qu'on est financièrement effectivement, moi dans mon activité d'élu, depuis 2 ans, je passe 1/5 de mon temps à aider à remplir les dossiers les entreprises qui demandent. On a une plateforme qui est bien faite d'aide, qui est à Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai que c'est un métier, quoi. Puis en plus, quelle aide, c'est très fourni entre les aides européennes, de la région, de l'ADEME, etc. Je passe 1/5 de mon temps, je crois que j'ai calculé ça. Donc bon, les élus sont aussi là pour ça. C'est pas fini, Stéphane, mais quand même, je ne pourrais pas terminer cette séquence autour des industries nautiques et navales sans parler d'un bateau qui m'est cher, parce que je suis membre du conseil d'administration, c'est l'Hermione. On a notre ami ici. On vient de rejoindre d'ailleurs. Et l'Hermione va mal. Il n'est pas encore à l'hydrogène. L'Hermione va mal, elle ne sera jamais à l'hydrogène. L'Hermione, je ne crois pas. Mais depuis avant-hier, on peut enfin faire du mécénat privé, ce que j'appelle la mécénat privé, pour sauver l'Hermione qui est aujourd'hui à Bayonne, dans le port de Bayonne. Et si on veut que la Fort Noradoute de Bayonne soit l'équipée le plus tôt possible, parce que c'est quand même pour comprendre l'activité, n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette campagne de fonds privés. Qui a été lancée à Bordeaux. Hein. Voilà, qui a été lancée à Bordeaux, et donc n'hésitez pas, parce qu'il faut sauver l'Hermione, qui est un des étendards quand même de la filière aussi en Nouvelle-Aquitaine. Quand on a vu ici à Bordeaux ou à La Rochelle ou à Bayonne, c'était quand même un moment magique, et donc je tenais à le rappeler ici. Message passé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez-y. En 2014, nous avons mené une expérience dans le cadre d'un programme financé par le FEP, la région, le département, l'Europe. Nous avons équipé une barge ostréicole d'un moteur hors-bord électrique avec un parc batterie et quand même un groupe électrogène qui était nécessaire pour lorsque l'ostréiculteur était au parc, recharger les batteries pour pouvoir revenir. Et donc pendant 6 mois, un ostréiculteur a fonctionné comme ça et ça fonctionne très bien. Genre, le programme s'est arrêté au bout de 6 mois. Et après, on lui a remis son moteur thermique. C'était comme ça. C'est une histoire de coup. Hein. On a démontré que ça fonctionnait, qu'il n'y avait pas de problème. Mais par contre, le coût réel était rédhibitoire pour équiper tous les bateaux ostréicoles du bassin et d'ailleurs, et de Charente également. Et bien on va rester sur une histoire positive. Bien. Je vous propose de venir conclure, Monsieur le Président délégué, sur cette histoire qui nous tourne vers l'avenir. La conclusion, elle est un peu, je dirais, des choses se sont clarifiées, d'autres nous donnent beaucoup de perspectives pour travailler. Sans être H2 sceptique ou pro H2, on essaie d'être H2 pragmatique. C'est déjà ça, on met tout sur la table, c'était l'objet de cette séance. Il me semble qu'on a à se revoir à intervalles réguliers pour faire le point avec cette communauté, une 50aine, 60aine de personnes aujourd'hui, c'est pas mal. Pour suivre les évolutions aussi bien de la distribution, qui va être un sujet, on n'en a pas parlé, mais il y a du H2 fatal ici à Bordeaux avec les engrais Yara qui produisent du H2, on parle, je crois que c'est plusieurs milliers de tonnes ici, mais 3000 tonnes par an, donc ça peut équiper déjà une petite flotte de bateaux. Il y a du H2 vert qui peut être produit aussi, alors pas sur le site d'essai dont je suis coactionnaire, mais on a un site ici au Pont de Pierre d'hydroliennes qui sont à même de produire du courant donc, en local et de pouvoir éventuellement comprimer un peu d'hydrogène et de faire des stations-service flottantes au milieu du fleuve plutôt à l'estuaire. Hein. Ici c'est un peu énergétique mais pas tant que ça. Donc là certains turbiniers ont cette idée-là de produire du courant avec les courants maritimes, les courants de marée, et de produire soit des stocks de batteries, soit comprimer de l'hydrogène pour ensuite naviguer ou alimenter des piscicultures
infrastructures au large, etc. Donc il y a aussi des sujets qui peuvent intéresser les métropoles. Je pense qu'on n'a pas tout dit. Faya, on se voit à peu près tous les ans avec des informations complémentaires. Moi, ce que j'ai retenu au titre d'Atlantic Cluster, c'est d'essayer de trouver des fameux sujets pour la chasse en meute, parce que c'est là qu'effectivement on sera plus fort et il sortira des choses positives et qui feront avancer toute la filière. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est voilà, se donner rendez-vous régulièrement, accompagner les TPE, les moyennes entreprises qui souhaitent avoir des informations, qui souhaitent avoir un projet, répondre à des projets avec l'ensemble des présents. Le territoire est grand, il y a effectivement entre le nord et le sud des disparités qu'il faut essayer de recombiner, de regrouper sous la bannière du H2 maritime, qui n'est pas la seule solution, décarbonée, on en a parlé, mais qui peut être adaptée assez facilement sur des territoires urbains hautement touristiques, on en a parlé, où de toute façon, si ce n'est pas la réglementation, le politique qui nous l'impose, il faudra le faire pour nous-mêmes, parce qu'on est dans des secteurs d'activité où on est jugé tous les jours. Et voilà, il faut essayer d'être jugé plutôt en bien par rapport à une activité qui reste de loisir ou qui est professionnelle, polluante entre guillemets, qui devra l'être de moins en moins. Donc on est sur ce chemin-là, j'espère qu'on continuera à le construire ensemble avec la région, avec vous tous. Et merci Stéphane pour avoir animé ces 2 journées de main de maître et d'avoir essayé de faire parler un maximum de personnes. J'espère que c'est le cas. Merci beaucoup. Rendez-vous.